Alors, bienvenue sur le podcast Un lectorat minoré. Là, je suis Stella Marie, créatrice de contenu littéraire. À travers ce podcast, je souhaite mettre en avant des actrices du contenu littéraire dont les profils ne sont pas conformes aux normes sociétales. Et aujourd'hui, j'accueille Marine, bookstagrammeuse chaotique en non-mixité comme elle se l'appelle. Bonjour Marine. Salut, j'avais oublié que c'était ça ma bio. Est-ce que tu peux te présenter pour les auditrices qui nous écoutent, s'il te plaît? Oui, alors je m'appelle Marine, j'ai 25 ans et donc je suis Dark Side of the Moon sur Instagram où je parle de littérature évidemment, de fiction et de non-fiction qui sont en majorité écrites par des autoristes noirs ou afrodescendants. Ou de la non-fiction qui concerne des problématiques de racisme, de sexisme dans la société, de lutte intersectionnelle. Et voilà. D'accord. Et du coup, pour revenir à ta bio, pourquoi tu t'es appelée bookstagrammeuse chaotique en non-mixité? Chaotique, c'est un peu mon organisation de base. D'accord. C'est-à-dire que j'ai pas de planning de poste. Ça, c'est impossible. Ça va être 3 fois en une semaine, après 0 pendant 2 mois. Après, peut-être que je vais revenir pendant 2 semaines, on sait pas. D'accord. Ouais, non, chaotique, c'est juste la façon dont je travaille. Ok. Pour le contenu, enfin pour le fond, ça va. Pour la forme, voilà, c'est un peu à la bonne aubaine. C'est perfectible, ok. C'est ça. Ouais, on va dire ça comme ça. C'est plus sympa. Et en non-mixité, bah, parce que j'essaye d'exclure les gens qu'on voit partout et tout le temps sur les autres, enfin sur les comptes Instagram qui sont très très plébiscités, on va dire, et très suivis. Ouais. De mettre plutôt en avant des gens qui n'ont pas la même force de frappe marketing ou l'opportunité d'avoir la même audience. D'accord. Et du coup, pour en revenir un peu à ton enfance, où est-ce que tu as grandi, si tu as envie d'en parler, bien sûr. Ouais, j'ai grandi en Normandie, Ok. que je Ah oui. recommande. C'est très joli. Donc j'étais en Normandie jusqu'à mes 23 ans. Et à mes 23 ans, j'ai déménagé pour trouver un travail parce que j'avais fini mes études, etc. Donc j'ai grandi dans vraiment des très petites villes. Donc quand j'étais petite, on habitait à la campagne avec mes parents. Et quand j'ai la campagne, c'est 150 habitants Ah oui, d'accord. avec des vaches en face de notre maison. Et c'était très cool. Et je pense que c'est là que j'ai commencé à beaucoup lire parce que quand j'étais en primaire, on habitait encore dans cette maison-là. Et la campagne, c'est très sympa, hein, mais enfin, il y a très peu d'enfants. Oui, j'imagine. Peu d'enfants qu'il y a, mais on les voit pas souvent non plus. Et le moment où j'ai appris à lire en primaire, en fait, c'est devenu un hobby très vite. Parce que c'était une façon de passer le temps. Et comme ça, j'avais pas besoin de trop sortir. J'avais pas besoin de plébisciter mes parents tout le temps pour dire j'ai envie d'aller chez machin, j'ai envie d'aller chez machin, il faut sortir de la voiture, etc. etc. Et mes parents l'ont plutôt encouragé, en tout cas pas découragé, dans le sens où c'était vraiment un des seuls loisirs où j'étais pas limitée. En termes de quoi? En termes de coût, par exemple, si je terminais un Ah, livre, mon père me ramenait un autre livre juste derrière et j'avais pas besoin de demander en fait. Il n'y avait pas de t'attends d'accord. à tel jour, Ok. ce sera pour ton anniversaire ou ce sera pour etc., etc. Comme les jeux vidéo, par exemple, les jeux Mm. vidéo, si j'en demandais un, c'est on verra à ton anniversaire ou Ouais, c'est aux grandes occasions. on verra si t'as des bonnes notes, etc. sur le livre. Ok. J'ai pas l'impression qu'ils m'ont vraiment stoppé. En même temps, mon père, je crois qu'il allait vraiment tous les week-ends à la Fnac. Donc les mauvaises habitudes. Ah, on commence très tôt. C'est ça, j'ai très vite compris que si je partais avec lui le samedi, il y avait moyen que je revienne avec un livre. Donc souvent je m'arrangeais pour terminer mes livres avant le samedi. Comme ça je pouvais partir avec lui en ramener d'autres. C'était pas mal. C'était franchement un bon plan. Après on a déménagé dans une ville un poil plus grande où j'ai passé mon collège et ensuite au lycée je suis partie à Rouen en internat. Pour faire du chinois et aussi parce que j'en avais marre d'être toujours dans la même ville de la maternelle. De voir tout le temps les mêmes gens. Ouais. C'est ça. Les petites villes, c'est très sympa, mais pour ça, c'est un peu chiant dans le sens où tu as les mêmes personnes qui te suivent toute ta vie, quoi. Donc quand tu as envie de voir autre chose, c'est un peu frustrant. Donc je suis partie à Rouen en internat. C'était vraiment très sympa parce que j'étais dans un lycée qui était très littéraire, le lycée Jeanne d'Arc.
Très littéraire, très artistique et en fait, ça a changé énormément de là où j'étais avant, dans le sens où déjà, c'est une grande ville, donc les gens peuvent faire plus de choses sans particulièrement se faire remarquer. D'accord. Par rapport à, je sais pas, mon collège de secteur où il y avait une personne qui se faisait une teinture. Ouais, c'était remarqué. Paris, oh là là, vous avez vu, la sœur d'Erwan, elle a les cheveux rouges, c'est incroyable. Je me souviens qu'il y avait un mec qui venait en tongs du 1er janvier au 31 décembre. Oh t'as toujours celui-là qui ne sait pas comment il fait, mais dans C'est les temps ça, les et en plus fait, rudes. mais vous avez vu le gars qui vient en tongs? Et t'as les gens qui disent, ouais, ouais, bah, il vient en tongs, voilà quoi. Et très vite, tu t'habitues, et du coup, enfin, je pense que c'était bien pour moi dans le sens où ça te décomplexe pas mal, ou t'hésites moins à tester des nouvelles choses, à dire, ah, j'aime bien comment machine elle est habillée, etc. Où les gens ont plus de hobbies un peu plus diversifiés, et du coup, tu t'intéresses à plus de choses. Euh, Voilà, donc j'ai passé mon bac à Jeanne d'Arc et après j'ai fait des études de sociologie à Rouen aussi. D'accord. Donc j'ai fait une licence de socio et j'ai fait un master qui s'appelle Recherche, Enquête, Diagnostic. Enfin, je crois qu'il a changé de nom juste après que moi j'ai été diplômée, mais en gros c'est pour faire de la recherche, des diagnostics pour les entreprises ou pour les collectivités locales ou territoriales en sociologie. Ok. Ah ouais, donc tu as un parcours assez littéraire. C'est ça. Et du coup j'ai été diplômée en 2019. Oui, c'est ça, 2019. Bah, juste avant le Covid. D'accord, ouais, pareil. Donc tu m'as dit que à part la lecture, tu n'as pas d'autres passions Si, qui si, se sont prononcées ou c'est venu un peu plus tard après? assez sportive. Bah, je fais du tennis depuis que j'ai 5 Ah, oui, ok. parce que mon père donnait des cours de tennis quand lui était ado et bah, en vrai, ça coûtait pas cher là où j'habitais par rapport à d'autres villes où Oui. le tennis ça coûte extrêmement cher. On va pas se mentir comme sport, que ce soit à la licence, au cours ou à l'équipement. Et j'ai eu de la chance d'être dans une ville où on nous fournissait les raquettes. Ah ouais, quand même. D'accord. Ça devait coûter 70. Je crois que quand j'étais petite, ça coûtait 70 € l'année. C'est Ah ouais, extrêmement c'est bas. relativement bas. Ouais, c'est ça. Ouais, quand je vois mes cousins à Paris qui doivent payer 300 € pour une année, Mm. j'aurais pas fait de tennis. Donc je fais du tennis, j'en fais toujours. Je cours aussi parce que mon père courait quand j'étais petite, donc j'accompagnais en vélo à J'ai certaines l'impression que c'est grandes. beaucoup ton père qui t'a transmis tes hobbies. Pour le sport, ouais, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme passion? C'est un peu tout, des passions qui me suivent depuis un moment, c'est tout. Ok. Après, j'ai peut-être des passions assez sporadiques ou temporaires. Ça m'arrive souvent d'avoir une passion pendant 2-3 mois, à me dire oh là là, c'est incroyable, je vais faire ça. Et au bout de 2-3 mois, j'oublie. Ou je change d'activité. Là, pour l'instant, je me suis calmée. J'en ai pas. J'en ai pas d'autres. Ok. Donc pour en revenir à ton activité de créatrice de contenu, bah déjà, est-ce que tu peux rappeler pourquoi tu as choisi de créer ce compte d'Instagram? Tu l'as un peu mentionné au début dans ton intro, mais est-ce que tu peux détailler, s'il te plaît? Ouais, alors, mon compte Instagram, je l'ai ouvert. Je veux pas dire de bêtises, je crois que c'est en décembre 2019. Ça doit être ça. Et en fait, ça correspondait à la fin de mes études, quasiment. Enfin, ça faisait 3 mois que j'étais diplômée. Et le truc, c'est que j'aime beaucoup lire, j'ai toujours beaucoup lu. Mais que bah, au lycée, déjà j'étais en internat, c'est pas pratique d'emmener des livres. Mm. Et que bah, on nous demandait déjà de lire pas mal de trucs et pas mal de trucs qui ne m'intéressaient pas, donc ça m'a un peu détourné de la lecture. À la fac, en soi, je lisais des choses qui m'intéressaient en sociologie, sauf que bah, une fois que tu as lu 20 pages de Bourdieu sur les juridictions canaques, t'as pas très envie de sortir un bouquin et de lire Mm. autre chose, quoi. T'as déjà la tête assez comme ça. Et du coup, à la fin de mes études, je me suis dit, mais c'est vrai qu'en fait, j'aime bien lire et que bah, je vais m'y remettre en fait, mais cette fois, je vais pouvoir lire enfin, je vais avoir le temps, je vais avoir l'énergie de lire des livres qui me font envie et que j'ai de côté, quoi, parce que pour le coup, j'avais pas arrêté d'acheter des livres. Ma famille et mon entourage, enfin, j'ai toujours bien aimé lire, Mm. donc ils avaient continué de m'offrir des livres, donc j'en avais une bonne petite pile sur le côté. Et je m'étais dit, bon, bah, c'est le moment, je vais pouvoir enfin me poser et bah, me remettre à lire. Et le truc, c'est que la lecture, c'est quand même une activité qui est très solitaire.
Mmh. qui me convient parce que je suis assez, je sais pas si c'est introverti, mais j'aime bien passer du temps toute seule. Ça me gêne absolument pas. Et à ce moment-là, j'étais sur un Discord où il y avait plusieurs filles qui avaient deux comptes Instagram, en gros leur compte Instagram perso pour leur famille, leurs amis, leurs photos, etc. Et un autre compte pour leur passion ou leur hobby, etc. Et je me suis dit, bon, bah, ça a l'air cool. Mmh. Et en plus, ça m'évite de saouler Tous mes les gens qui mes potes. s'intéressent pas. Ouais, c'est ça, avec mes livres. Parce que je sais très bien que ils sont sympas, ils vont pas me le dire, mais ils s'en foutent totalement. Je préfère avoir un peu de vacances ou voilà. Et du coup, j'avais fait ce deuxième compte-là en me disant que ça rendait le truc un peu moins solitaire et que en même temps, il y avait un truc qui me manquait, mais je pense que c'est le traumatisme des études. C'est que j'avais pris l'habitude, quand je lisais quelque chose, d'en faire un bilan. Ah oui, Et même ouais. si c'était juste mental, etc. Mais en fait, c'était quasiment systématique depuis le lycée, un peu moins parce que j'étais pas très sérieuse. Mais depuis la fac, de dire quand tu lis quelque chose, il faut que tu en fasses une synthèse derrière, il faut que Ouais, tu... tu penses à ce que tu vas te dire pendant que tu lis. Enfin, C'est ça, je ça, en l'aime fait, aussi. c'était assez automatique et je m'en suis rendu compte très vite après mes études en me disant mais là en fait je suis en train de lire une fiction, une histoire et je suis en train dans ma tête de me dire ça c'est intéressant, faut le noter, tu vois ce qui ressort du bouquin, ça il faut le noter quelque part. Je me suis dit autant que ça serve à quelque chose, je sais pas ce que je vais en faire mais je vais le mettre de côté, je vais noter. Donc, Et de base, je mettais un peu tout ce que je lisais parce que je crois que le tout premier bouquin que j'avais mis c'était je sais plus quel livre de Jane Eyre. Je sais plus. Je me demande si c'est pas Orgueil et Préjugés parce que je l'avais relu à ce moment-là. Et au début, je mettais un peu tout. Et le problème, entre guillemets, c'est que, en fait, plus je traînais sur Instagram, plus je voyais d'autres comptes Bookstagram. Sauf que bah, c'est le problème des algorithmes au tout début, c'est que ça propose des gros comptes. ouais, c'est ça, les plus connus. Voilà, les comptes les plus suivis. Je vais pas donner des noms parce que je m'en rappelle que d'une vraiment, mais Ouais, ouais. du T'es coup, pas obligé, hein. me retrouver avec des comptes qui me correspondaient pas dans le sens où soit c'était des bouquins que enfin je voyais que mes tantes et ma mère s'échangeaient genre Valérie Valogne c'est quelqu'un Ouais, je connais pas. je crois que c'est alors Valogne c'est sûr que c'est son nom de famille le prénom je suis pas sûre mais elle sort des livres extrêmement souvent et ils sont souvent sur les tables des libraires comme D'accord. meilleure vente dès que ça sort etc. Ou Catherine Pancol des trucs comme ça et je me disais ah, c'est pas du tout le genre de bouquin qui m'attire quand je vais en librairie. Et ça m'embêtait un peu. Et bah, de Instagram, j'ai migré un peu vers Booktube. Et en fait, c'était le même problème, c'est que ça me proposait les grosses booktubeuses francophones. Et quand je voyais les livres, je me disais, oh super, du Guillaume Musso, c'est pas ma came. Ouais, pareil. Maxime Chatham non plus. Enfin, je veux dire, c'est peut-être intéressant, hein, mais les livres que tout le monde lit en même temps, c'est pas forcément ce que je vais lire. Mm. Déjà parce que je suis très influençable. Donc je sais que si tout le monde dit, oh là là, ce livre est incroyable, je vais commencer à le lire en me disant, ah, c'est vrai qu'il est incroyable alors que j'ai lu 2 pages. Et ouais, c'était pas forcément des livres qui m'intéressaient. Et en fait, plus ça allait, plus je me suis mise à trouver des gens qui faisaient un contenu qui m'intéressait. Et je trouve que c'était du contenu qui était un peu plus militant, que c'était des livres qu'on retrouvait moins bah, dans les recommandations des autres booktubeuses, bookstagrammeuses hyper suivies. Et que bah, au final, je me suis trouvé une petite bande de copines qui sont quand même assez politisées, assez militantes, et que très vite, on s'est dit, ouais, en fait, c'est chiant Mm. devoir se retrouver avec du contenu qui ne nous correspond pas du tout, qui ne nous intéresse pas et qui bah, parfois est bah, carrément délétère pour nous. Genre quand Alma est sortie, je me souviens que c'était partout. Ah oui, oui. Et je crois que ça a été le moment où je commençais déjà à trouver d'autres booktubeuses, d'autres Instagrammeuses qui faisaient du contenu qui m'était plus proche. Et où je me suis dit, ok, donc vraiment, il y a, il y a plusieurs types de De bookstagram. Je ne contenu, sais ouais. pas ce qui me plaît pas. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Ok. Et quel format tu proposes et lequel tu préfères préparer sur ton compte? Quel format je propose? En sachant que là, j'ai plein de posts que j'ai archivés parce que le chaos et D'accord. que ce que j'avais fait me plaisait pas forcément en termes de visuel et que j'essaye de les refaire et que même en les ayant enlevés, en essayant de les refaire, il y en a, ça fait 3 fois que je les refais que j'ai toujours pas reposté. Ce que je fais comme format,
C'est plutôt des posts parce que les stories, c'est pareil, c'est assez sporadique. En fait, je suis très mauvaise pour donner des nouvelles assez régulièrement. Donc les stories, j'avoue que ça me demande un effort Mm. qui n'est pas dans mes habitudes. Mais c'est plutôt des posts, soit des reviews d'un seul bouquin que je viens de lire. Si c'est une fiction, ça va plutôt être sur, bah voilà, ça parle de ça. Il y a tel genre de personnage. Si c'est des non-fictions, ça m'arrive que ce soit des formats un peu plus longs, où j'utilise vraiment les 10 slides et que je fasse un peu de la vulgarisation. Parce que je Ok. sais que parfois je lis des trucs qui sont pas hyper accessibles en termes de littérature, dans le sens où c'est assez long à lire. Ça peut être assez chiant à lire, on va pas mentir, parce que la sociologie, c'est... On aime bien écrire de façon alambiquée pour dire des choses qui sont pourtant assez... qui pourraient être assez simples. Et parce que je me dis que parfois il y a des informations qui pourraient intéresser des gens, mais qui n'ont pas forcément envie de se taper 500 Une pages. page, ouais, c'est ça. Voilà, enfin je veux dire, il y a des gens qui livrent peut-être 2 livres par an. Je vais pas leur dire, bah, vous les informations, bah tenez, une brique de 500 pages, bon courage, on se retrouve l'année prochaine. En attendant, c'est chacun pour soi, chacun son problème. Euh, voilà, donc pour l'instant, j'ai ce genre de post quand je fais une review vraiment ciblée sur un bouquin. Et depuis cet été, j'essaye de faire en sorte d'avoir des sélections aussi. Mm. Parce qu'à la vitesse où je poste, en vrai, je poste pas tant de livres que ça en une année. Enfin, ça suit pas mon rythme de lecture parce que je lis assez vite. Et je poste assez lentement. Euh, et là, j'ai sorti des sélections sur des romans romantiques qui ne sont pas de romances, parce qu'on m'a dit que les romances devaient bien se finir. Ça se finit pas toujours bien, ce que j'ai. Sur les biographies que j'aime beaucoup. Sur des livres qu'on peut lire si on ne veut pas lire Françoise Vergès. Ouais, j'ai vu. Et j'en ai d'autres en tête que j'ai pas encore faites, mais qui pourraient sortir bientôt. Ok. Ouais, moi aussi, c'est quelque chose sur lequel je me suis un peu tournée les sélections parce que ouais, mon rythme de lecture a drastiquement diminué depuis cette année, vu que je me spécialise vraiment sur les livres avec de la représentation. Alors, c'est pas forcément tout le temps afro-descendant, mais la plupart le sont. Ouais, Et du coup, ouais, je trouve que le carrousel sur Instagram, c'est bien. Mais après, ça nécessite ouais, plusieurs heures de travail. Enfin, c'est assez chronophage pour préparer ça, ouais. c'est ça. Après, je me dis, bon, normalement, si les gens sont intéressés, il y a moyen qu'ils y reviennent plus tard. Et même s'ils y reviennent pas plus tard, souvent ils retiennent le compte et ils se disent, ah, mais je vais aller voir. Enfin, je sais que moi, j'ai plusieurs comptes où je sais que c'est des filles qui lisent à peu près ce qui m'intéresse. Mm. Et bah, du coup, souvent, quand elles font des sélections où ça va être un truc avec des personnages noirs. Celui d'après, ce sera avec des personnages, je sais pas, asiatiques et LGBT. Et bah, souvent, je retourne sur les comptes en me disant, ah, j'ai envie de lire un truc, je sais pas quoi. Et je vais aller chercher sur plusieurs. Enfin, remonter un peu leur compte en disant, ah ouais, là, ils ont fait une sélection de, je sais pas, de fantasy. Bah, je vais aller voir ce qu'il y a, ça m'intéresse, etc. Mm. Donc, je pense que c'est pas mal en vrai. Ouais, moi j'aime bien. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus du coup sur ta formation en sociologie Ouais. et comment tu l'associes avec ton contenu Alors, ma formation en sociologie, euh, je vais pas parler de ma licence parce que ma licence c'était vraiment les bases de la socio et nous préparer pour le master honnêtement. Ok. Et, donc j'ai fait un master en sociologie et je pense que ça m'a radicalisée. Dans quel sens? Ça m'a radicalisée politiquement Ah, ok. et ça m'a poussée à avoir plus d'opinions et à être plus sûre de l'intérêt de mon expérience. Quand on parle, enfin peu importe les sujets dont on parle, je sais que l'expérience des gens, c'est très important. Parce qu'en sociologie, en fait, on a une méthode de travail qui n'est pas du tout celle des journalistes. Et j'ai un problème avec ça. J'ai beaucoup de mal à lire le livre des journalistes parce que je sais qu'on n'a pas du tout la même méthode de travail, j'en ai conscience, mais j'ai un problème avec eux. D'accord. Je trouve que les journalistes, il y a beaucoup de... Dans leur livre, il y a beaucoup de «Ah, on sait que, je sais pas, les enfants noirs réussissent moins à l'école, etc.» Et en fait, souvent, c'est pas sourcé. Il n'y a pas d'études derrière. Alors qu'il y a des études. Il y a des Enfin, études. ils ne décident pas en tout cas, je veux dire. Voilà, en fait, il y a pas de base universitaire qui est très mobilisée chez les journalistes et je trouve ça dommage. Parce que souvent, en plus, ça va dans le sens de leur argumentation, donc je trouve ça dommage de les mettre ça de côté ou juste de
prendre un article du Parisien comme base, alors que l'article du Parisien s'appuie de base sur une étude universitaire qui a été faite par, je sais pas, des sociologues, des statisticiens, enfin voilà. Et je trouve ça dommage de s'arrêter à cette étude, enfin à cette barrière-là. Et il y a le fait aussi qu'en sociologie, nous on travaille à partir de l'expérience des gens. Alors que des journalistes, j'ai l'impression que beaucoup travaillent à partir de l'avis de quelques personnes. Et en fait, ce qu'on fait en sociologie, c'est que quand on a une étude, par exemple en Master 1, je devais faire un... C'était notre premier mémoire de recherche individuelle. Donc moi, j'avais travaillé sur les sorties étudiantes des jeunes filles, enfin, des Ok. étudiantes de l'Université de Rouen, comment elles se préparent pour sortir, comment ça diffère leur préparation des sorties nocturnes par rapport aux garçons, etc. C'était super intéressant, j'avais beaucoup aimé, et en fait, ça m'a ouvert les yeux sur le fait que, moi je m'y attendais déjà, mais il y a une grande différence entre la façon dont les hommes vivent dans la rue et dont les femmes vivent dans la rue. Mm. Et qu'il y a énormément de choses qui viennent avant la préparation de la sortie, parce que je sais que mon cousin, par exemple, si on lui disait on se retrouve à 19h, on l'appelait à 19h05, il prenait juste ses clés, il partait, quoi. Il y avait zéro préparation. Nous, quand on nous disait avec nos copines on se retrouve à 19h, c'était ok, on se retrouve à 19h. Est-ce que quelqu'un prend sa voiture? Est-ce que je rentre chez moi après Ouais, avoir... comment tu rentres, avec qui Voilà. Si tu rentres, si tu sors, comment t'es habillé, quel sac va être le plus pratique. Est-ce que si j'ai des talons, il faut que je mette des baskets dans mon sac parce que si je passe par telle rue, c'est pas très bien éclairé, mais si j'ai des talons, on va m'entendre de loin et moi je vais pas voir les gens. Il y avait énormément de choses et en fait je me suis un peu pris comme une vague de me dire ah oui c'est vrai qu'on fait tout ça. Mm. Et en fait il y a eu énormément de conscientisation de mon côté, de me dire ouais en fait il y a plein de choses qu'on fait qui sont pas forcément visibles et qui sont même pas forcément pas conscientisées par nous quand on les fait parce que ça nous paraît juste normal. Et en fait, ça c'était plutôt sur la méthode de se dire, ouais, en fait, c'est important qu'on parle directement aux gens et qu'on leur dise, mais en fait, vous vous rendez compte ou pas de tout ce que vous faites avant de sortir et de pourquoi vous le faites. Parce que parfois, il y a le paradoxe de se dire, non, non, moi, j'ai pas peur j'ai pas peur de sortir toute seule, j'ai pas de problème, etc. Et en fait, c'est les mêmes personnes qui vont me dire, oui, bah du coup, en fait, quand je rentre chez moi, qu'il est 1h30 du matin, je reste au téléphone toute la route avec mes copines pour être sûre que s'il m'arrive quelque chose, etc. Voilà, Il y a quelqu'un qui soit au courant, mais... voilà, c'est ça. Et quand tu leur répètes, mais tu m'as dit que tu n'avais pas peur de sortir. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai que je fais ça en fait. Je dis que j'ai pas peur, mais c'est parce que c'est des trucs qu'on m'a appris. Avant même que j'ai peur, en fait, on m'a préparé à me dire, bah, quand tu m'envoies un message quand t'arrives, tu fais ça, etc. Et du coup, ouais, il y avait le... Ça, c'est vraiment l'année où j'ai compris que on avait des comportements qui répondent forcément à un besoin qui n'est pas forcément conscientisé. Et en M2, je vais faire un stage, comme je partais pas en doctorat après. Et j'ai fait un stage, je peux pas dire chez qui. J'ai fait un stage dans un syndicat, ouais, dans une fédération, en gros, où ils avaient répondu à un appel à projet sur les violences sexistes et sexuelles. D'accord. Et c'était un domaine qui était extrêmement masculin, enfin connoté masculin, et ils avaient énormément de problèmes parce que bah, ça se passait très mal entre les hommes et les femmes là où ils travaillaient. Et Et t'étais au courant de ça, pardon, avant d'y aller, ou oui, en fait, tu t'en es rendu compte c'est pour ça que eux ont répondu à l'appel à projet, c'est parce qu'ils savaient qu'il y avait un problème. Ah d'accord, oui, donc ils Et en étaient dans une démarche Voilà, de c'est ça. Et en fait, résoudre. en M1, j'avais interrogé quelqu'un de ce domaine-là pour mon mémoire en me disant est-ce que vous, de votre côté, est-ce que vous voyez une différence de comportement entre bah, les étudiants masculins, les étudiantes féminines en fin de soirée ou quand vous avez des gardes à partir de, je sais pas, le jeudi soir ou à partir de 23h minuit le week-end, est-ce que vous voyez qu'il y a un changement, etc. Est-ce que vous voyez, je sais pas, par exemple, que les étudiantes elles viennent plus souvent vous voir ou elles s'installent à tel endroit, il y a des stratégies, etc. Il faut savoir qu'ils en étaient très conscients. Mm. Et en fait, c'est la personne que j'ai interrogée qui m'a rappelé l'année d'après en me disant bah, par rapport à ce que tu as fait l'année dernière, en fait, cette année, on a répondu à un appel à projet et du coup, on aura besoin de quelqu'un pour travailler dessus toute l'année. Donc, toute l'année, en fait, j'ai travaillé dans cette organisation-là à écouter des femmes parler de leur harcèlement sexuel au travail, parfois de violences sexuelles à leur travail. C'était assez lourd. Tu voyais quelqu'un à côté Non, mais honnêtement, j'aurais dû. J'aurais dû, parce que c'est pas que ça n'a pas été pris au sérieux, mais c'est que
Alors, je pense qu'on a sous-estimé de base le travail que ça allait être. Et que normalement, c'était un contrat entre mon université et l'organisation, et que en fait, la prof qui devait s'occuper de moi s'est pas occupée de moi du tout. J'étais vraiment Sympa. toute seule. Ok. L'organisation, on aime bien. Euh, et ce qui fait que je me suis vraiment retrouvée à 21 ans. Ouais, à 21 ans, à me retrouver dans des focus group avec 10 femmes qui avaient entre 30 et 60 ans, m'expliquer que elle se faisait agripper à la machine à café, qu'il y en a une qui a subi une tentative de viol un dimanche matin en voulant prendre sa garde. Donc ça fait beaucoup. Et en même temps, on se dit, bah maintenant, en fait, maintenant que je le sais, faut pouvoir changer les choses, faut pouvoir avancer, quoi. J'ai pas envie juste de récupérer la parole et de leur dire, bah merci, c'est très sympa de m'en avoir parlé, je vais l'écrire, je mets ça de côté. Mm. Et donc là, je pense que c'est à ce moment-là aussi que je me suis dit que c'était important de avoir conscience, c'est très bien, mais que derrière, il faut agir. Et que même si c'est à son petit niveau, parce que bah, je sais que ces dames-là, j'ai pas pu toutes les aider, et que bah, forcément, il y a toujours des violences qui passeront entre les mailles du filet, parce que bah, il n'y a pas une personne derrière chaque employé qui va vérifier, etc. Donc c'est sûr. Mais que maintenant tout le monde est au courant, que maintenant il y a des choses qui ont été mises en place parce que j'étais là et que j'ai fait l'étude et que je leur ai dit faites attention. Enfin, il y a des conditions de travail qui sont très propices à ce genre de violence. Il y a des choses que vous savez. Vous avez une obligation légale normalement de les rapporter. Vous ne l'avez pas fait, c'est pas normal. Vous Mm. savez qu'on peut vous attaquer. Honnêtement, quand on travaille avec les employeurs, la seule chose qui peut les faire réagir, c'est quand on leur dit vous savez que vous risquez quelque chose C'est juridiquement. ça, dès qu'il y a la menace de la loi. Ouais, c'est ça. C'est que des fois, pendant 3 semaines, tu leur dis mais vous vous rendez compte ou pas qu'il y a des femmes qui vont au travail, elles pleurent avant de mettre leur veste, leur uniforme, elles pleurent dans les vestiaires parce qu'elles n'ont pas envie. Et qui vont dire ouais, bah, personne n'aime travailler. Et quand tu leur dis d'accord, si elle va voir la médecine du travail là demain et qu'elle leur dit je fais des crises d'angoisse tous les jours avant de prendre mon service, mon chef le sait, mes collègues le savent, et qu'on parle de gens qui ont quand même la vie de milliers de personnes dans la journée entre les mains, s'ils arrivent quelque chose, enfin vous c'est finito pipo quoi, vous êtes censé garantir la sécurité de vos employés en fait. Mm. Là, à un moment, ah oui c'est vrai que il faudrait peut-être faire quelque chose. Oui oui bah du coup qu'est-ce qu'on peut faire? C'est un peu d'ambivalence aussi de se dire bah, il faut à la fois que moi je rende mon travail accessible aux gens à qui je parle, Mm. en leur disant bah c'est pas forcément choquer les gens en disant bah est-ce que vous vous êtes déjà fait violer au travail? Parce que Ouais, c'est le genre de choses qui vraiment bloquent les gens et il y a toujours le truc de se dire il faut vulgariser, bah, déconstruire au maximum. Dire est-ce qu'il vous est déjà arrivé des choses au travail qui vous ont mis mal à l'aise? ouais, t'essayes d'amener la chose C'est ça, parce qu'en fait, douce. il y a personne que tu ne connais pas, ça fait 10 minutes que tu parles et tu leur dis bah, qui s'est déjà fait harceler sexuellement ici? T'as pas forcément envie d'en parler comme ça. Ouais, encore une fois, elles vont dire personne. Et si tu leur Mm. dis, est-ce que par exemple un collègue vous a déjà mis une main aux fesses? Ah oui, oui, ça arrive souvent. Et tu dis, ouais, mais en fait, c'est parce que les patrons, quand ils vont faire leurs enquêtes, ils disent, ah, est-ce qu'on vous a déjà harcelé sexuellement? Elles vont répondre non, mais de un, c'est parce que bah, elles savent pas forcément ce que ça représente Ça dans leur... veut dire, d'accord. Voilà, et que quand ça vient de tes patrons aussi, tu vas te dire, attends, je sais pas si c'est vraiment anonyme, je sais pas c'est dans quel but, peut-être que c'est pour me changer de service, parce qu'il y en a eu dans l'entreprise où j'étais. Où en gros elles ont dénoncé. Elles étaient très au courant de ce qu'ils avaient le droit Espace. ou pas le droit de Ouais. faire. Là, et en fait, elles ont été changées de service, mais changées de location, changées de site. Ah ouais, carrément, ok. Euh, voilà, donc c'est difficile en fait. Et il y a le fait qu'il faut à chaque fois être accessible aux gens à qui on parle, en se disant, bah, voilà, je sais qu'il se passe des choses graves. Vous n'avez pas forcément envie d'en parler, c'est ok, mais en fait, il faut que vous vous rendiez compte que de un, vous n'êtes pas toute seule, de deux, je suis là pour vous écouter, de trois, l'idéal, c'est qu'on mette en place quelque chose qui vous convienne et qui soit construit avec vous, quoi. Et à la fois de parler au patron en disant, bon, bah, en fait, vous faites n'importe quoi, mais de façon diplomatique, et vous êtes un Mm. peu dans la merde, et que ça serait bien de faire les choses carrées, quoi. Et d'agir quand on vous fait remonter des choses, et que un peu de les... Ouais, c'est un peu de les mettre devant le fait accompli, de dire, en fait, maintenant, vous n'avez plus le choix. Mm. Et du coup, vous pouvez rien faire, vous, juridiquement, quand vous Ouais. avez ce genre de témoignage? Alors, en soi, juridiquement, moi, je peux pas porter plainte pour quelqu'un. Oui, c'est clair, oui. Après, je peux.
leur dire, vous savez quoi, je vous conseille de porter plainte. Mmh. Honnêtement, je le fais jamais. Ah ouais? D'accord. Parce que je sais que souvent, en plus, c'est des femmes qui ont soit déjà porté plainte et qui te disent, en fait, j'ai déjà porté plainte une fois, 2 fois, il s'est rien passé. Ou je suis allée porter plainte le soir même, le patron m'appelait en me disant, vous retournez au commissariat demain, vous dites que c'est faux. Ah, d'accord. Voilà, donc c'était vraiment bonne ambiance. Et je pousse jamais à porter plainte, mais je leur dis, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez contacter la médecine du travail, vous pouvez contacter l'inspection du travail. Si vos collègues sont au courant, demandez à vos collègues de vous écrire des attestations, de dire tel jour, elle est venue, elle m'a parlé de ça. Vous pouvez porter plainte si vous voulez. Et en sachant qu'on avait une association que moi j'avais contactée et qui venait de temps en temps, en disant, bah, voilà ce que vous dites là, ça tombe dans le juridique, vous pouvez porter plainte. Ils risquent ça. Sachant que moi je leur avais bien répété avant, c'est pas parce que vous portez plainte qu'il y aura forcément, que vous irez forcément jusqu'au tribunal, qu'il y aura forcément une peine. C'est deux choses différentes. Vous le faites reconnaître par la loi, certes, mais ça ne veut pas forcément dire que vous serez reconnu comme victime, et ça c'est important de leur dire avant, je trouve. Parce que j'ai mon voisin sur sa terrasse. Mais ouais, je forçais jamais, enfin je leur disais jamais, mais ça c'est important, il faut que vous portiez plainte pour votre patron, parce que c'est. Ou culpabiliser en disant, bah, vous savez, les personnes qui vont passer après, si vous portez pas plainte. Et ça, c'est vraiment un discours que je supporte pas, qui est hyper culpabilisateur, de se dire, bah, la prochaine victime, en fait, ce sera la faute de la victime précédente qui n'aura pas signalé. Mmh. Donc voilà, donc il y avait ça, et en fait, à la fin de mon master, je me suis dit, ok, c'est cool, j'ai fait un truc qui était utile. C'était très local, c'était très ciblé, mais c'était utile. Maintenant, j'ai envie de faire un autre truc D'accord. utile aussi, mais qui me concerne directement, parce que là, en soi, c'était pas mon travail, enfin, ça touchait pas à mon domaine de travail. Je savais que je risquais pas de me retrouver avec elle, entre guillemets, parce que c'était un travail totalement différent du mien. Donc j'étais vraiment une personne extérieure. Ok. Et il y a eu aussi la différence, on va dire, entre vraiment mon milieu et celui de mes profs. Bon, en M2, je me suis souvent agrippée avec eux parce qu'il y avait des propos qui me saoulaient, du genre que Marseille, dans les années 60, s'était fait coloniser par les Arabes et personne. Ah oui, déjà, c'était des propos racistes comme ça. Ce genre de choses. Ou alors, on travaillait sur les distributions alimentaires et le même prof d'ailleurs. En gros, dans ces distributions alimentaires, quand tu arrives, on te donne un ticket. Et selon la couleur, en gros, ça voulait dire que soit tu mangeais de tout, soit tu ne mangeais pas de viande, soit tu ne mangeais pas de porc. Et c'était pour éviter que, enfin, en gros, pour que quand les gens arrivent à ton stand, je sais pas, tu distribues les. Ouais, t'es dans les congélos et tu donnes de la viande. En gros, tu vois la personne arriver avec un ticket rouge, tu dis, ok, donc je peux lui donner de la viande, mais pas de porc. Mm. C'est juste un truc vraiment pratico-pratique, quoi. Et ce prof-là, en plein cours, on nous a dit, ah, mais du coup, c'est quoi les couleurs pour les sélections, en gros? Et on était là, je me fous de la couleur, en fait. Enfin, on parle de gens, c'est des bénévoles. Mm. La couleur, elle dépend du stabilo qu'ils avaient sous la main, en fait. Enfin, vraiment, Ouais. il y avait. Il y a vraiment pas. C'est pas le truc plastifié, genre. Alors là, vous voyez, il y a écrit un QR code et tout. Non, c'était zéro. C'était juste, on donnait une feuille découpée en 4, on avait stabiloté vite fait dessus, et puis voilà. Mm. Et qui nous a fait la remarque en cours, là, c'est bizarre que ce soit pas vert pour les gens qui ne mangent pas de porc. Attends. Oula. Là, tu sens qu'il essaye de dire quelque chose, tu dis, c'est-à-dire, monsieur. Je dis, ah bah oui, parce que vert, c'est la couleur de l'islam, donc pour les gens qui ne mangent pas de porc, ça aurait été Oula. je dis, oui, c'est vrai que les gens, vraiment, ils viennent là, en fait, pour qu'on leur donne à manger. Ils s'en foutent en fait de Est-ce que la tu penses religion. que les gens qui viennent pour la nourriture et les gens qui distribuent, ils en ont quelque chose à faire de la couleur? Oui. Zéro. Tout le monde s'en fout. Nous, on l'a noté juste, voilà, parce qu'on y était et que ça faisait partie de l'organisation, quoi. Mais vraiment, enfin, zéro intérêt. Ou alors, il parlait de l'arrêt de bus qui était en face de mon appart. Arrêt de bus qui était entre un Lidl et qui partait ensuite entre deux directions différentes qui correspondaient à deux quartiers prioritaires, qui D'accord. correspondaient à plusieurs localisations de distribution alimentaire. Et il avait dit, ah, il y a un doctorant qui a remarqué qu'à cet arrêt-là, il y a énormément de personnes racisées. Mon prof était blanc. Et le doctorant aussi d'ailleurs. Et ils le sont toujours. On a remarqué qu'à cet arrêt, il y avait énormément de personnes racisées. Peut-être que c'est des gens qui vont dans ces quartiers prioritaires et qui sont bénéficiaires
des distributions alimentaires. Oh là là. C'est écrit sur leur front, comment tu sais? Donc, j'ai écrit un gentil message en disant, moi je comprends pas bien parce qu'en fait, selon l'heure à laquelle le doctorant était à cet arrêt-là, j'y étais aussi. Mm. J'habite vraiment à 500 mètres de l'arrêt, ça veut dire que votre doctorant, quand il me voit, il pense forcément à quelqu'un de défavorisé. Oh là là. Et que du coup, j'avais dit, ouais, non, c'est mort, avec mon groupe, on va pas analyser ça parce que là, c'est carrément bancal en fait. C'est-à-dire, dès qu'on va voir une personne morte, on va dire, bonjour monsieur, est-ce que vous allez dans une distribution alimentaire? Vous avez l'air en blanc. C'est ça. Et je me suis accrochée plusieurs fois avec des profs où ma directrice de mémoire, je devais faire passer un questionnaire là où je travaillais et elle m'avait dit, mais vous savez, vous parlez à des gens qui sont ouvriers, enfin, ils n'ont pas forcément le niveau de comprendre toutes vos questions. Oh là là. Sachant que moi, ma mère est ouvrière en fait. Donc c'est là que je me suis dit, ok, il y a vraiment un... Un décalage. Ah, C'était des gens favorisés, les bah, profs en qui fait, je enseignaient. trouve que ouais, il y a un décalage entre leur génération de profs et Mm. notre génération d'étudiants, dans le sens où eux, c'était plutôt des enfants déjà d'avocats, Ah oui, d'accord. d'autres sociologues, etc. Et que bah, nous, dans notre promo, c'était plutôt des enfants d'ouvriers, des enfants d'employés, etc. Enfin, je veux dire, c'est pas une école d'ingénieur, c'est pas une école de commerce, on n'était pas tous enfants de cadre, enfants de fonctionnaires, de hauts fonctionnaires, etc. Ok. Et enfin, en fait, c'est là que tu te rends compte que malgré toute leur bonne volonté, entre guillemets, Il y a encore des biais racistes malgré le qui. fait que cette prof-là, en plus, travaillait sur les quartiers prioritaires et sur l'accès au logement des personnes d'origine africaine, Mm. elle est capable de te sortir des dingueries, genre, mais vous savez, les ouvriers, ils savent pas lire. Oh là là. Et comment tu fais pour tenir 2 ans avec? On m'a proposé un doctorat, je lui ai dit non, c'est bon. Non, on va s'arrêter là. On va se séparer en En termes beauté. rouges. Si je reste là, ça va mal se passer pour tout le monde. D'accord. Et en fait, c'est ça qui me... dans la littérature, je me suis dit, c'est pas parce que les gens sont blancs et qu'ils sont de bonne volonté qu'ils font les choses bien. Et parfois, c'est même encore pire, mais c'est non, mais attendez, moi, je sais ce qui est bien pour vous. Qui es-tu? Je vais vous expliquer pourquoi c'est bien. Surtout que dans la recherche, il y a aussi ce biais-là qui est assez compliqué. Où, en sociologie, nous, on travaille à partir de l'expérience des gens. C'est la base de nos sources. Mm. On a d'autres, voilà, on va chercher d'autres articles universitaires, on va chercher ce qui se fait en termes de politique, etc. Mais le numéro un de ce qu'on utilise pour faire nos études, c'est l'expérience des personnes qui sont concernées. Et c'est pas un truc de wokiste, c'est vraiment la base de la sociologie. C'est pas le fantôme de droite, genre ah, vous voulez toujours demander aux concernés, comme si, voilà. Zéro, c'est juste que la sociologie de base, on va chercher l'expérience des gens pour le sujet dont on travaille en fait. Mm. Et ouais, c'est un peu bizarre en fait de se dire que tu as des sociologues qui sont très capables d'aller chercher l'expérience des gens, mais qu'après en fait eux ils l'interprètent d'une façon qui est totalement différente. Et que toi, quand tu fais partie de la démographie qui a été interrogée et que tu relis l'expérience des gens, enfin la matière première et ce qui en a été fait, tu te dis non, il y a un truc qui n'est pas passé chez vous. Parce qu'il y a des trucs que vous n'avez pas lus, il y a des trucs que vous n'avez pas vus, il y a des choses que vous n'avez pas compris. Mm. Et ça peut être tout bête, hein, mais des gens qui ont du patois ou des gens qui ont, je sais pas, par exemple, je sais qu'à un moment j'avais une prof qui travaillait avec vraiment des paysans du pays de Caux. Et il y avait des phrases qu'elle comprenait pas du tout. Et du coup, elle les avait carrément mis de côté en mode ouais, mais il me parle dans une langue que je ne comprends pas. Et moi, quand mon grand-père parle comme ça, en fait, je comprenais ce que les gens disaient. Et quand tu vois, du coup, la phrase en entier, je dis non, mais en fait, c'est hyper important ce qu'il a dit là, le monsieur. Mm. Parce qu'il est en train de vous dire que, en gros, la politique territoriale, elle a été imposée, mais qu'elle n'est pas du tout faite en accord avec le cadastre ou un truc, enfin bref, un truc au hasard, quoi. Mais du coup, les gens, souvent, qui font leurs études, de la génération de mes profs, je parle, en fait, comme ils font pas du tout partie des gens, et qu'ils sont pas du tout proches des gens qui vont interroger, en fait, c'est un peu, ils font à leur sauce, ils font à partir de ce qu'ils comprennent. Ouais, ils interprètent selon leur prisme à eux, quoi. Voilà, c'est ça. Et je trouve que l'avantage de nos générations, c'est que comme ma promo, en tout cas, c'était assez divers, il y avait, j'avais un pote qui venait des Comores, et je crois qu'il est reparti juste après ses études.
en disant, moi, la socio, enfin mes études et tout, je veux que ça bénéficie de là où je viens, donc je repars aux Comores. Je crois qu'il est engagé dès qu'il est reparti. Et nous, en fait, on était beaucoup à travailler sur un sujet qui nous touchait personnellement. Qui n'est pas du tout dans l'habitude de mes profs. C'est plutôt genre, plus le sujet est éloigné de moi, plus j'ai un regard extérieur, plus j'ai un regard neutre, etc. etc. Nous, c'est pas du tout ça. C'est vraiment genre, je veux parler d'un sujet que je connais parce que du coup, c'est-à-dire que je l'ai déjà accès aux gens et que déjà j'ai accès à plus de connaissances dans le sens où tout ce qu'on va me dire, je vais le comprendre. Et qu'en plus, il y a de la connivence dans le sens où, forcément, moi je vais parler de racisme avec des gens, ils vont dire, mais tu sais, tu comprends. Oui, oui. Et il y a des choses qu'ils n'ont pas besoin de dire où je me dis, oui, ok, là j'ai compris. Que genre quelqu'un qui va me dire, ouais, quand je rentre dans un bus, personne ne veut s'asseoir à côté de moi ou les gens m'évitent, etc. Je dis, ouais, oui, c'est bon, je comprends. Une de mes profs, elle va dire, oui, peut-être parce qu'elle est très encombrée, peut-être parce que le bruit, les odeurs, normalement, et tu dis, ouais. Alors d'abord. On n'est pas là-dedans. Et en fait, c'est vraiment une démarche que je retrouve dans la littérature, j'ai l'impression, où il y a certains auteurs qui aiment bien se placer en observateur extérieur, un peu comme si c'était un safari, en disant, je vais vous emmener dans un endroit que vous ne voyez pas d'habitude. Vous allez voir. C'est une aventure. Voilà, vous allez voir, ça va être un peu exotique. On va dans le 93, on va voir Fatou et Mariam. Mais on va les voir de la façon dont moi je les vois. Et personnellement, ça me fait grincer des dents parce que c'est très souvent mal fait, on va pas se mentir. Et c'est pour ça que ça me paraissait important de dire, attendez, on va remettre les barres sur les têtes. Voilà, c'est ça. On va mettre en avant des gens qui font partie de nous. Et quand ils parlent de nous, en fait, ils parlent d'eux. Et il y a moins de ratés. C'est ça. Il y a moins de ratés et en soi, il y a plus de diversité aussi. Parce que quand t'es noir, tu vois pas, genre, tu te dis pas, ok, mon père représente tous les noirs. Oui, oui. Déjà, dans ma famille, il y a plusieurs noirs. Mon père ne ressemble pas à mon grand-père. Mon père ne ressemble pas à sa sœur. Mon père ne ressemble pas à ma nièce. Il y a toute une diversité dans une famille, ça veut. Voilà, que eux, ils vont se dire, ok, donc ça va être une famille de noirs. Donc on fait comment? Donc ce sera tous des noirs musulmans. Donc ils auront tous le même comportement parce que c'est tous la même famille. Alors que c'est des gens qui, en même temps, quand eux, ils vont te parler de rien que de leur famille dans des interviews, ils vont dire, oh là là, mais mon père et ma mère étaient totalement différents. Elle était grave à la cool. Mon père hyper frigide et tout. Je dis, mais pourquoi t'es pas capable en fait de faire ce genre de ça pour les autres? Voilà, quand tu parles des autres et que tu les essentialises vachement en disant, ouais, j'ai vu une fois un Boubacar à la télé. Du coup, tous les noirs que je crois, je les appelle Aboubacar. Tu vois? Non, mais et tu t'es confrontée à des personnes qui n'étaient pas d'accord avec toi sur ce que tu proposais dans ton contenu ou dans l'ensemble, tu es suivie par des gens concernés? Honnêtement, très peu. Très peu, mais j'en ai parlé avec Soumaya et avec Souhaila. Parce que pour le coup, je sais qu'elles reçoivent plus souvent des messages que moi. Où on les met un peu en porte-à-faux en disant oui, mais du coup, moi j'ai une copine musulmane, j'ai une copine arabe qui m'a dit. Ça, c'est l'excuse à chaque fois. Voilà. Déjà, je pense que j'ai pas le même ton qu'elle quand je parle. Dans le sens où j'aime bien dire aux gens, genre, je vous demande votre avis, mais très honnêtement, c'est pour passer le temps parce que votre avis ne changera pas mon avis. Et que ensuite, je pense qu'il y a un truc qui est très hypocrite de ma part, c'est que je mets en avant un certain type de personnes, mais je ne dis jamais texto, je ne publie que des noirs. Parce que je sais très bien quel genre de personnes ça attire. Et que je préfère attendre qu'on vienne me voir en disant ah, c'est trop bizarre, tu n'attires que des noirs, enfin tu mets en avant que des noirs, etc. Et leur dis mais moi je vois pas les couleurs en fait, je sais pas de quoi vous parlez. Parce que je sais que déjà le harcèlement sur internet, ensuite les gens qui ont ce genre de propos, j'ai très peu de patience. On va pas se mentir, j'ai passé 5 ans à me battre avec des gens de façon universitaire. C'est pas pour arriver sur Instagram et me battre avec Pimprenel et Camomille qui vont dire bah oui mais c'est pas normal, on se retrouve pas dans ce que tu fais, etc. Oui, bah allez voir les autres bookstagrammeuses qui ont 25 000 abonnés, elles font ce que vous voulez en fait. Ouais, moi je les retrouve aussi dans ma vie professionnelle. Enfin, je sais pas si je vais pas exposer les gens qui sont concernés, mais bon, il y a quelqu'un qui a prononcé le mot en haine, qui l'a prononcé envers moi, et du coup, moi j'ai eu une réaction où je me suis braquée en fait, et j'ai arrêté du jour au lendemain de parler à cette personne. Et quand j'ai exposé la situation aux gens, enfin à mon entourage qui était
qui était ami avec lui, il y a pas eu, il y a eu une inaction en fait vis-à-vis de la situation et c'était un peu ah oui mais moi j'étais pas là, les gens sont pas là avec toi donc on peut pas forcément se prononcer. Mais ça, c'est dur aussi, hein. Et du coup, j'ai pris une décision drastique, j'ai coupé les ponts. Et Parce ça, qu'il y a un moment donné, tu peux pas être passif. Enfin, être passif, c'est aussi être un choix. Puis c'était pas les premiers propos problématiques qu'il prononçait, donc j'étais là, bon, allez, salut. c'est difficile, je trouve, quand tu grandis, de se dire, là, en fait, je supporte pas ça et je supporte pas ça. Genre, vraiment, ça va être le point de rupture, ça va être zéro. Mm. Pour moi, comme je venais de la campagne, les seuls noirs que je croisais, c'était ma famille. Ah oui, Voilà. Donc, quand je suis arrivée à Rouen, c'était le Far West pour moi. Je me dis, putain, mais c'est incroyable. J'ai la plusieurs noirs délivrance. dans ma classe. C'est un truc de ouf. J'ai plusieurs noirs dans ma classe. Je sors dans la rue, je vois des noirs. Et le problème, c'est que j'avais encore mes amis de quand j'étais petite, quoi. Ah Et oui. en fait, c'est entraînant avec de plus en plus de racisés que tu te rends compte que non, il y a des trucs qui sont pas acceptables. Et que le problème, c'est que quand t'es la seule noire partout, on peut te sortir des dingueries racistes et tu vois que tout le monde rigole, bah tu vas rigoler, quoi. Tu vas même pas y réfléchir. T'as même pas le réflexe de te dire, ok, c'est raciste, mais je vais rigoler. Mm. Vraiment, genre, ah, il a fait une blague, ok, c'est drôle, je rigole. Ouais, c'était un peu le cas dans lequel je me trouvais là. Ça, et du coup, t'as le moment où tu dis, ouais, non, en fait, j'aimerais bien qu'on me respecte et vous me Mm. parlez pas de la façon dont vous devriez me parler. Mais c'est difficile parce que quand c'est des gens que tu connais depuis Mathusalem, en fait, c'est logique, hein, c'est que pour eux, ils disent, mais en fait, pendant 20 ans, je sais pas, tu m'as laissé te parler comme ça, pourquoi là maintenant? Ouais, ils comprennent pas, ils se disent Voilà. c'est Et pas normal, ouais. quand tu leur dis, ouais, mais en fait, maintenant, j'accepte pas, ils vont dire, mais je t'ai fait la même vanne il y a 3 mois, t'as rigolé. Je dis, Mm. ouais, mais maintenant, c'est ça qu'en fait. Et du coup, j'ai dû me couper de pas mal de, pas mal de mes amis d'enfance comme ça parce que bah, je leur dis une fois, deux fois, et au bout d'un moment, tu dis non, en fait, c'est bon. Moi, j'ai d'autres amis qui me respectent. Mm. J'ai des amis qui me ressemblent plus en plus, enfin, avec qui on se comprend. Quand je vais leur dire, ouais, on m'a traité de négresse dans la rue, ils vont pas me dire, genre, ouais, non, je pense que t'as mal entendu. C'est ça. Et On du n'interprète pas les choses de la même façon, ça vous l'a sorti. c'est ça. En plus, moi, je suis métisse, donc la moitié de ma famille est blanche. D'accord. Il sort des dingueries dans ma famille. Et t'es proche des deux côtés, entre guillemets, ou? Non, parce qu'en fait, ma famille blanche, c'est le côté où je suis le plus proche, entre guillemets, parce que je les ai vus plus souvent quand j'étais petite, parce que c'était ma grand-mère qui me gardait, D'accord. et que mes deux grands-parents étaient à la retraite quand j'étais en maternelle, je crois. Donc en fait, je les voyais extrêmement souvent, et puis de toute façon, ma mère voyait sa mère vraiment plusieurs fois par semaine, quoi. Donc en fait, j'y allais extrêmement souvent, et la famille de mon père, je les voyais vraiment moins, parce qu'en fait, ils aimaient pas ma mère. Ah, d'accord. Parce que mon père est le premier de leurs enfants. Et ils auraient bien aimé qu'ils se mettent avec une Sénégalaise. Ah, Se les mettre avec une traditions. Sénégalaise dans une ville à 4000 habitants, bon, c'est pas faisable. Donc ils m'ont un peu prise en grippe. Donc je les voyais très très peu quand j'étais petite. Et mes grands-parents, je les vois toujours pas d'ailleurs. Mais par contre, je vois certaines sœurs de mon père. Et bon, ses frères, je les vois pas, ils habitent loin. Mais du coup, je vois quand même certaines sœurs de mon père. Je vois mes cousins. Mais du coup, en grandissant, non, mes grands-parents sénégalais, je les voyais quasiment pas. Ils habitaient dans la même ville, hein, mais je les voyais quasiment pas, ils venaient pas chez moi. Ah Ils oui, habitent pas. d'accord. Et quand t'es petit, c'est difficile aussi de construire une relation avec des gens qui ne viennent pas vers toi. Parce que quand t'as 5 ans, tu vas pas dire, vas-y, je prends un téléphone, j'appelle mamie C'est et je ça, oui. Et surtout que, en parallèle, j'avais une autre grand-mère que je voyais quasiment tous les jours. Donc tu dis, bon, bah super, j'ai mamie Colette. Bah, le reste me manque pas parce que limite, je la vois Tu tout le les temps. connais pas, oui. Bah, en fait, c'est ça, c'est que des gens que tu connais pas, ils peuvent pas te manquer dans ce sens-là. Donc c'est plus en grandissant que tu te dis, ouais, en fait, il y a vraiment toute une partie de ma culture que je connais pas. Parce que mon père n'était pas super proactif dans l'apprentissage. Je lui ai demandé une fois d'apprendre à parler Wolof, ça a duré vraiment un quart d'heure. Il s'est arrêté, il n'a jamais repris. Que du coup, c'est un père sénégalais, donc c'était pas lui qui faisait à manger. Euh, Du et coup, tu mangeais pas les plats typiques, pas non? du tout. Vraiment, j'ai commencé à en manger quand je suis arrivée à la fac.
Parce Ah qu'il oui, d'accord. parce qu'il y avait un traiteur sénégalais qui était hyper bon. Mm. Et il y a le truc du coup, quand tu rentres dedans, et quand tu donnes ton nom de famille, et qu'on dit «Ah, Mendy!» Mais du coup, et il commence à te parler en Wolof, et tu dis Non! et je commence à avoir chaud dans le dos, tu sais. Et tu dis «Laisse-moi 2 secondes, je vais t'expliquer. Je sais pas, je comprends pas ce que vous me dites.» Et c'est vraiment à chaque fois, tu parles pas, tu parles pas. Je dis non, mon père m'a pas appris. Ah, c'est pas normal, c'est pas normal. Je dis non, c'est pas normal, mais C'est pas de ta faute. ouais, c'est ça. Moi, je suis juste là en fait. C'est lui qu'il faut embrouiller parce que moi, j'y suis pour rien. Ouais, ma coiffeuse ici, à chaque fois, elle m'embrouille pour quelque chose qui n'est pas de mon ressort. Ouais, En fait, bah moi aussi, c'est ça. je sais pas. Elle m'avait fait une réduction parce que quand j'ai pris rendez-vous, j'ai donné mon nom de famille. Elle m'a dit, oh, je t'ai fait une réduction parce que t'es sénégalaise. Mm. Ok. Et quand je suis arrivée, elle m'a dit «Ah, mais t'es métisse, c'est lequel de tes parents qui est sénégalais, etc.» Donc je lui dis «Mon père.» Elle me dit «Ah, mais ils sont chrétiens ou ils sont musulmans dans ta famille.» Oula. Je lui dis «Alors, mon grand-père est musulman, mon père vraiment zéro. Enfin, de tous les enfants, je crois qu'il n'y en a aucun qui pratique vraiment. Ouais, non, aucun. Mais mon grand-père était musulman.» Et du coup, je lui dis, elle me dit «Non, c'est pas possible.» Pourquoi elle dit ça? Et c'était vraiment il y a 6 mois. Donc j'avais 25 ans. Donc 25 ans, au moment, t'es un adulte. C'est sûr de tes positions. C'est Tu ça. connais ton histoire, tu connais ta famille. Elle me dit non, c'est pas possible. Je dis bah si, franchement, je suis presque sûre. Ne plus à me poser la question, plus j'étais bancale. Donc, devant la coiffeuse, j'ai dû appeler ma tante Ah ouais, elle voulait vraiment vérifier. et lui dire, s'il te plaît, est-ce que ton père, il est musulman? Parce que la dame, là, elle me dit, avec ce nom de famille-là, c'est pas possible que vous soyez musulman. Et donc, c'est là que, il y a 6 mois, que j'ai appris que on était musulmans dans ma famille parce que mon grand-père a été adopté par son oncle. Son oncle qui n'a pas du tout le même nom de famille. D'accord. Et que du coup c'est son oncle qui a passé sa religion, mais que de base on est censé être animiste. Ok. Et donc c'est la coiffeuse qui me l'a appris. Bah, au moins, elle a plus ou moins fait une bonne action, mais même si Voilà, c'était pas. c'est ça, mais au bout d'un harcèlement de vraiment 25 minutes, quoi. Ah oui, d'accord. Et, et en fait, j'apprends des trucs, parce que cette tante-là, en fait, c'est celle qui est le plus proche de moi en âge. Ah, ok. On a 15 ans d'écart, quasiment. Et elle a quasiment 15 ans d'écart avec mon père, en fait. Et du coup, en fait, c'est celle que je vois le plus souvent, c'est celle avec laquelle je parle le plus souvent, etc. Et en fait, des fois, elle me sort des trucs genre «Ah oui, mais en fait, ton père n'est pas né au Sénégal, il est né en Gambie.» Ok, bah personne me Ça me l'avait te dit. l'a dit. Je dis, ah, mais au fait, enfin, le prénom de ta grand-mère, en fait, c'est pas ça son vrai prénom. Ça, c'est le nom qu'ils ont mis sur les papiers, mais son vrai prénom, c'est pas ça. Ok. D'accord, c'est cool, c'est cool. Mais du coup, tout le monde le sait là. Et donc, c'est ses enfants à elle qui ont 9 ans, 7 ans. Ils me regardent, ils disent, bah oui, tu savais pas. Ah ouais, t'as pas eu cette historique de la part de ton père. Pas du tout, mais en plus, mon père, il voyait très peu sa famille. Enfin, c'est le genre de personne où, quand il dit, ouais, il faut que j'appelle un pote, 3 semaines après, tu dis, tu l'as appelé, il dit non. D'accord. Donc, c'est pas le genre de personne qui garde des liens très forts avec sa famille, tu vois. Ok. C'est-à-dire que mon père, les personnes qui devaient parler le plus régulièrement, c'est les gens qui habitaient avec lui. Ou c'est Donc, comme parce qu'il avait pas le choix. Mais c'est ok. pas le genre de personne à garder contact. Et je pense que ça l'intéressait pas non plus, en fait. Ok. Bon, bah, il y a des gens Et comme ça, solitaires jusqu'au bout. c'est ça. Donc en fait, c'est plus je grandis, plus j'apprends des choses un peu au hasard. Où je fais passer l'information à ma soeur en me disant non, non, si moi je sais, il faut que tu saches aussi. Qu'on soit pas dans des trucs de un jour tu vas avoir 25 ans, je vais te dire mais tu sais pas. Tu Mm. sais pas où il est né, papa. Parce que c'est trop bizarre, mon père. Bah oui, oui. Mais ouais, du coup, j'ai pas du tout la même relation avec mes deux côtés de la famille. Ok. On va revenir un peu sur le contenu littéraire. Bah, je pense que tu as déjà plus ou moins tu t'y as plus ou moins répondu. Est-ce que dès que tu as commencé à lire, tu t'es senti représentée dans la lecture en tant que femme noire d'origine sénégalaise? Alors, quand j'étais petite, quand j'étais très petite, je pense que ça allait.
Parce que je sais que mes parents m'avaient acheté des livres, des contes d'Afrique. Ah, c'est bien ça. Ok. Et c'était ceux que je lisais le plus souvent. D'ailleurs, je pensais en avoir gardé un, et c'est peut-être ma soeur qui l'a, mais je... Alors, je sais pas si c'était très conscient ou pas, parce que ma mère, en soi, n'en parle jamais, ou enfin, elle parle jamais de représentation. Ah, t'as vu, genre, je sais pas, elle s'en fout, mais t'as vu la nouvelle Ariel, la sirène, elle est noire. Ma mère, c'est le genre de personne qui ne voit pas les couleurs. Ah, Et, d'accord. et on a quand même eu ce genre de livre. Donc, je sais pas si c'était quoi la démarche, ou si c'était très conscient, ou si c'était juste pour dire, bah, comme ça, elle aura les deux. Mm. Je sais pas, mais en tout cas, quand j'étais très petite, j'avais ça. Quand j'ai grandi, après, j'avoue qu'arrivée en primaire, j'ai aucun souvenir d'avoir lu un bouquin, ou en tout cas, ça m'a pas marqué de bouquin avec des enfants noirs. Et le seul dont je me souvienne, je sais que ça m'a fait rire parce que je l'ai revu sur Twitter il y a pas longtemps. Et les gens étaient outrés du livre. Et je me souviens que c'est la première fois que j'ai compris pourquoi mon père était noir. C'était un livre, alors je sais plus comment s'appelle la gamine, je crois que c'est Clotilde. Mais en gros, c'était une enfant qui était blonde et blanche, Mm. qui avait une nouvelle voisine qui était noire. Et au début, elle est un peu genre, ah, mais pourquoi elle est noire? Trop bizarre et tout. Et en fait, c'est ses parents, je sais plus si c'est ses parents elle ou les parents de la gamine qui lui disent, en fait, elle est noire. Parce qu'elle vient d'un pays où il fait très chaud, et là où il fait très chaud, il y a beaucoup de soleil, et comme il y a beaucoup de soleil, ton corps il produit de la mélanine pour te protéger. Mm. Et c'est le seul bouquin dont je me souviens parce que moi, quand j'étais petite, en fait, on me disait, ouais, ton père il est noir parce qu'il est resté trop longtemps au four. Oh là là. Et bah, C'est ce qu'on te disait, oui. et en fait, t'es petit, tu dis, ok, Oui, ça me paraît correct, scientifiquement ça se tient. oui. Partir là-dessus. Oh, tu brûles plus qu'autre chose, mais... Ouais, c'est ça, tu dis, ouais, ouais, donc en fait, ouais, ouais, c'est ça, en fait, il a dû sortir de sa main, on dit, ah là, plus ça va pour le four, hop, on verra après. Je dis, bon, bah, ok, très bien. Et après, tu te dis, et j'ai eu la période aussi où je disais à mes parents que j'étais grise, où ils étaient morts de rire. Ah Je oui, leur t'as eu disais, une crise identitaire. en fait, c'est ça, tu te dis, mais toi, tu es noire, toi, tu es blanche. Pourquoi Pardon, mais moi, en fait, je connais mes couleurs. Il y a pas de marron foncé, marron clair, non, grise. D'accord. Donc, je crois qu'ils me laissaient faire. Vas-y, laisse-la se dire grise, c'est pas grave. Après, il y a eu Yannick Noah. Ah, toi aussi, on t'a comparé à... Très grave cette Surtout période. qu'il est même pas... Il est pas sénégalais. Moi, c'était vraiment le je suis métisse, un mélange de couleurs. Alors là, j'ai eu du succès. Ah là là. Parce qu'avant ça, j'étais couleur caramel, j'étais chocolat au lait, j'étais grise. Oui. À partir de ce moment-là, je suis devenue métisse, ça a été la foire. Oh là là. Parce que du coup, je suis métisse, c'est un mélange de couleurs. Quand j'ai compris que les gens me la chantaient quand j'arrivais quelque part, je me dis, ah, donc ça veut dire que moi, là, je suis métisse. Donc j'allais voir mon père, j'ai dit, moi, je suis métisse, là. C'est un terme que t'avais jamais entendu, du coup. Je crois pas, ou alors, mais bah, en fait, mes parents n'avaient pas d'intérêt de me dire, t'es métisse. Mm. J'ai pas l'impression, enfin, quand j'étais petite, on n'avait pas de discussion dans ma famille, en tout cas, sur ma couleur de peau. Juste moi, quand j'ai dit j'étais grise, ils ont dit, ouais, vas-y, grise, il n'y a pas de problème. Mais ouais, non, pas trop. Il y a que vraiment quand je suis arrivée en primaire où mon père m'a regardé dans les yeux et m'a dit, tu sais, il va falloir que tu travailles plus que les autres. Ah, ouais, là, c'est la phrase que toutes les Noirs ont entendue. Voilà. Et en fait, il me l'a dit vraiment arrivé en primaire, en fait. En me disant, mais tu sais, il va falloir que tu travailles plus que les autres. Parce que si tu es au même niveau que les autres, en fait, tu seras toujours moins bonne. Donc il va falloir que Mm. tu travailles 2 fois plus pour qu'on te considère au même niveau que les autres. Et franchement, quand t'es petit, je trouve que c'est un truc qui te marque Ouais, vachement. ça te met la pression. Bah, c'est ça, tu te dis, en fait, il faut pas que je sois la meilleure, il faut que je sois la meilleure de loin pour qu'on me voit quelque part. Mm. Et ouais, même après, en fait, on n'a pas trop eu de discussion parce que je sais que j'ai eu des épisodes racistes. J'en ai eu un en primaire, je crois que c'est la première fois que j'ai frappé quelqu'un. Et ma Ah, mère, moi, je pleurais en général, mais... mais en fait, je crois que c'est le premier qui m'a marqué. Après, peut-être qu'on m'avait sûrement dit des trucs racistes avant, sauf que je les captais pas. Mm. Mais là, c'est vraiment une gamine qui m'avait regardé, qui m'avait traité de sale noire. Donc là, c'est Ah, difficilement. oui, c'est très clair. Ouais, voilà, là, c'est plutôt clair. En plus, elle dit que je suis sale. Enfin, je veux dire, l'association Ouais, des deux, tu dis, ah ouais, donc là, vraiment, on m'attaque. ouais. Là, c'est clair. Là, on veut pas rigoler, là, on veut se battre. Ok. Et je lui avais collé une baffe. Le problème, c'est que moi, j'avais une peur bleue de mes parents. Ah.
plus que de l'école. Et À la sanction. je m'étais dit, s'ils appellent mes parents pour dire que j'ai frappé Kimberley. La fin du monde a sonné. Ah, mais je lui disais, mais c'est fini de moi, là, le petit carré dans la cour, on va m'enterrer là, c'est bon. Et j'étais rentrée, je l'avais dit à ma mère. Premier truc que j'avais dit, j'ai enlevé mon cartable, j'ai dit, maman, j'ai frappé quelqu'un. Elle dit, ah, qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce que t'as fait? Donc ma mère qui commence à s'énerver, donc moi je commençais à pleurer. Oui, logique. Non, mais moi de toute façon j'étais vraiment très sensible quand j'étais petite. Si j'avais fait une bêtise, il suffisait que mes parents me regardent un peu trop longtemps, je me mettais à pleurer. Ouais, pareil, moi c'était quand j'avais des mauvaises notes. J'étais à l'autre bout de la table. Alors, en fait, c'est pas de ma faute. Ils avaient même pas encore parlé. Les mots dans le carnet aussi. Il y avait pas de mots dans le carnet. Ah ouais, toi, Pas de mots dans le carnet. Non. J'avais vraiment trop peur. Mais de toute ma scolarité, moi, je me suis jamais fait coller. Ah ouais, moi je me suis fait coller une fois, c'était le traumatisme. La seule fois où j'ai commencé à sécher les cours, c'était la dernière semaine au lycée, là. Ah, moi je séchais pas, c'était pas possible. C'était un peu, tu sais, la semaine grise où tu étais censé réviser pour le bac. Oui. T'avais encore... Ah, c'est le moment où tu avais déjà passé les oraux de langue. Mais Ouais, il y avait une période où ils comptaient pas les absences, je sais pas, enfin c'était bizarre. Alors, cette semaine-là, là, j'ai fait une semaine de vacances. D'accord. Je m'étais dit, vas-y, là, il est tard, je peux ne plus avoir peur de mes parents. De toute façon, si on les appelle, ils vont faire quoi? Ils vont les appeler, on sera déjà le 15 juillet. Je suis tranquille. Mais ouais, du coup, j'étais rentrée, j'avais dit à ma mère et j'ai frappé quelqu'un. Elle m'a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, mais maman, j'ai tapé quelqu'un. Elle m'a dit, non, mais tu t'as tapé pourquoi? Elle m'a dit, mais en fait, elle m'a traité de sale noire, je l'ai tapé. Et ma mère, elle m'a dit, bon, bah ça va alors. Ah oui, elle t'a dit ça. Ouais, vraiment, ouais, bah c'était mérité. Genre. Donc ça veut dire que quand on parle comme ça, j'ai le droit de. Elle m'a dit, oui, et si on te reparle comme ça, tu me le dis parce que c'est moi qui irai la voir. D'accord. Je dis, ok, donc il y a des sujets plus importants que d'autres, très bien. Alors attends. Oui, du coup, il y a des choses quand même qui prenaient très au sérieux, où je comprenais que quand c'était du racisme, ils arrêtaient tout et c'était genre, peu importe comment j'avais réagi, c'est pas grave, le plus important c'était qu'on m'ait mal parlé ou qu'on m'ait fait un truc vraiment. Voilà, et surtout que, bah, par exemple, au collège, il y avait une dame qui voulait absolument pas me servir de la viande, on sait pas pourquoi. Ah ouais? Elle m'a prise en grippe, soit disant qu'il y avait plus de viande, etc. Je donne mon assiette à une autre copine qui était blanche, elle lui sert de la viande, alors que moi j'y vais 30 secondes avant, soit disant il y en a pas, il y en aura pas assez pour le service d'après, etc. Donc je chope un pion qui passe par là avec qui je m'entendais bien, je lui explique. Il va voir la dame et il lui dit ouais c'est quoi le problème en gros. Et elle qui dit ouais j'avais pas vu, j'avais pas compris, je sais pas quoi. Je dis ton taf c'est servir de la viande, on te tend une assiette, t'as pas compris. Enfin bref. Donc je rentre, j'en parle à ma mère. Je crois que non, c'est même pas moi qu'on ait parlé à ma mère. C'est que le pion, on a parlé à la CPE. CPE qui a appelé ma mère. Ok. Donc je rentre, ma mère me dit ça s'est passé comment sa journée? Je dis bah franchement ça va. Elle dit ça va, il s'est rien passé à la cantine. Je dis ah il s'est peut-être passé un truc, mais au final j'ai eu ce que je voulais, donc voilà quoi, ma journée s'est déroulée. Ma mère le lendemain matin est arrivée. Au collège? Elle est arrivée au collège pour aller voir le directeur. C'est là que je me suis dit, il y a un truc qu'elle a dû comprendre que moi j'ai pas compris. Et où ils ont forcé la dame à venir dans ma classe pour s'excuser auprès de moi, devant mes camarades. Mais non. Alors moi j'étais super gênée. Oui, bah oui. Mais apparemment c'est ma mère qui a forcé. Parce que du coup le proviseur a dit oui je lui demanderai de s'excuser, etc. Parce que c'est pas normal, on tolère pas, voilà. Déjà ils sont sortis de la cantine. Parce que nous les dames qui faisaient le ménage et les dames qui étaient à la cantine c'était les mêmes. D'accord. Elles étaient à la cantine après ce jour-là. Et donc, quand il a dit oui, je lui demanderai de s'excuser auprès de Marine, ma mère a dit non, c'est devant ses camarades qu'elle n'a pas voulu la servir, donc c'est devant ses camarades qu'elle va la... Une mère impliquée. Ah, je ne savais pas que j'avais Martin Luther King à la maison. Déjà, j'ai vu ma mère arriver dans ma classe, je me dis... Ah, elle était là aussi? Ah oui, elle était là. Ok, d'accord. Parce qu'ils sont vraiment petit cortège. Le proviseur et ma mère sont allés chercher la dame. Et après, ils sont allés dans ma classe avec la CPE. Ok, d'accord. Donc, quand tu entends le toc toc toc, est-ce que Marine est là? Déjà, moi, j'ai chaud.
Je me dis, attends, je suis pas le genre d'élève que tu viens chercher en cours, en fait. Oui, Parce que moi, j'ai peur. c'est ça. Donc, quand j'ai vu elle qui rentre, le proviseur qui rentre, ma mère, je me dis, qu'est-ce que j'ai fait? Et donc, je vois la dame de la cantine. Elle était rouge, mais tu sais, les gens qui stressent et qui ont des plaques là, Ouais. elle avait ça. Oh, Je l'ai vue, je me suis dit, je sais ce qui va se passer, j'ai pas envie d'être là. Donc, le proviseur qui dit, bon, bah, madame machin a quelque chose à vous dire. Ma mère, le couple, a dit, non, non, elle a pas quelque chose à vous dire. Ça ne m'a rien. mais non. Je dis, ok. Bon, bah, la dame s'excuse et moi, j'étais là, genre, merci. Je sais pas quoi faire, c'est une adulte, quoi. Oui. Donc, ils repartent. Je reviens, ma mère m'a dit, si elle, là, elle te regarde mal, elle te parle mal, tu, tu me rappelles 10 minutes après, je suis au collège. Si que je travaille pas 10 minutes après, je suis au collège. Je dis, ok, madame, c'est très bien, je retiens que visiblement j'ai la police à la maison. C'est sûr. Je crois que la dame, elle a recommencé après. Mais je sais pas ce qui lui est arrivé. Je crois que ma mère, ce jour-là, je pense que de base, elle devait être énervée. Mm. On lui a dit, oui, il s'est passé ça à la cantine. Elle a dit, alors là, là, elle va prendre pour tout le monde. Et ouais, d'ailleurs, mon père, je sais pas ce qu'il fout. Bah, mon père m'en a jamais parlé, je suis même pas sûre qu'il soit au courant. D'accord. C'est quand même l'homme noir à la maison. Lui, les histoires de racisme, c'est pas son problème. D'accord. Et du coup, avec la dame, ça s'est passé comment après? Mais après, je la croisais dans les couloirs, moi je baissais les yeux et elle aussi, quoi. C'est vraiment, on voulait pas se voir ni l'une ni l'autre. Ok. Oh là là. Mais ouais, du coup, mes parents sont très carrés sur le racisme frontal. Ouais. Mais le respect, bah, c'est bien. C'est ça, mais par contre, plus. Je pense que je les fais chier depuis que je suis rentrée en sociaux. Où tu leur parles de trucs. C'est pour ça que je me suis radicalisée. Où tu commences à parler de trucs un peu plus pointus, genre la colonisation, par Mm. exemple. Où mon père, dans les grandes lignes, il était d'accord, genre, ah, mais oui, 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 il s'est passé ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Et tu dis, mais en fait, ça se passe encore. Ouais, mais tu sais, c'est pas pareil aujourd'hui, c'est ceci, c'est cela. Et le truc, c'est que bah moi j'avais peut-être 18, 19 ans et j'étais persuadée d'avoir raison sur tout, quoi. Ah oui, Et en sachant que moi, mes parents m'ont quand même appris à donner mon avis, enfin, pas forcément à donner mon avis, mais à avoir un avis. Et un peu une conscience politique aussi, parce que ma mère est syndiquée depuis que je suis petite. d'accord. Quand j'étais plus petite, on regardait le JT pendant qu'on mangeait le soir. Et je posais toujours des questions à mes parents. Genre par exemple ce qui se passait sur la bande de Gaza. Alors ça, mon père était mort de rire parce que j'étais persuadée que Gaza c'était le nom d'une personne et que la bande de Gaza c'était... C'est des groupes. Et totalement, je dis mais moi dans ma classe il y a la bande de Johan, il y a la bande de Damien, bah la bande de Gaza, je suis désolée, ça tombe sous le sens. C'est un gars qui s'appelle Gaza qui visiblement fait chier tout le monde, c'est tout ce que j'ai retenu. Mais du coup mes parents étaient assez sympas entre guillemets dans ce sens-là où ils nous traitaient pas comme des enfants, c'était genre bah, t'as des questions à poser, bah vas-y pose des questions. Mm. J'avais bien retenu que le FN c'était Mais niette. bon, ça. On n'avait pas le droit de dire de gros mots à la maison, mais là, Ah bon? c'est exceptionnel. Et Ok. du coup, quand ouais, je parlais à mes parents de genre de trucs qui commençaient à être un peu plus insidieux, on va dire, genre ouais, les microagressions de mais tu te rends pas compte que quand tu le rentres dans le bus, les gens te regardent bizarre ou que d'un coup, les gens serrent leur sac et tout. Ma mère me dit ouais, mais t'es parano, c'est parce que Mm. les gens aiment pas trop qu'on les touche, etc., etc. Et c'est là que je me suis rendu compte en fait que ma mère était blanche et que je parlais à une dame blanche en fait de racisme, que de Mm. trucs qu'elle ne voyait pas. Et je lui dis en fait, je crois que tu te rends pas compte que dans la rue, quand je suis avec toi, j'ai pas de problème et que les gens pensent que tu m'as adopté. Quand je suis avec papa, il y a aucun problème. Je rentre dans une boutique, on dit ah et votre fille. Mm. Je lui dis toi, il y a toujours le moment où les gens jaugent un peu Un de petit ah questionnement, c'est quoi la le lien. Ouais. ressemblance et tout. Et ouais, il y a plein de trucs que ma mère. Alors soit elle a pas vu, soit ça l'arrange de pas voir en se disant vas-y, on est une maison arc-en-ciel, flemme de partir dans des considérations, de devoir parler de racisme, etc. Mm. Parce que bah, du coup, ma mère, par définition, ne peut pas être raciste vu qu'elle a eu des enfants avec un homme noir. Et Ouais, pour elle, c'est ce qu'elle pense. ouais, Ah. c'est que même quand tu lui dis, ouais, des fois, tu te rends pas compte de la façon dont tu parles d'autres gens, elle dit, mais moi, je peux pas être raciste. Je vous ai vous.
C'est pas une excuse. Voilà, et en fait, franchement, avoir ce genre de conversation avec des inconnus ou avec de la famille ou à la fac, etc., ça n'a pas la même implication que quand c'est dans ta famille. Mm. Où tu dis là, je peux pas dire mes 5 minutes de débat sont passées, maintenant je m'en vais. Parce que tu dis, ça veut dire qu'en fait, c'est quelqu'un qui m'a élevé, qui pense ça, enfin, qui a vraiment la considération de. Elle comprend très bien que les gens puissent être racistes avec moi, elle comprend pas à quel point les gens peuvent être racistes et à quel point ça peut être insidieux. Genre, Mm. je sais qu'on avait eu le débat avec ma mère parce que je voulais pas mettre de photos sur mon CV. Et elle m'avait dit, ça se fait pas de pas mettre de photos sur un CV. Je lui ai dit, non, t'as pas compris. Les gens lisent mal mon nom de famille, ils pensent que je suis blanche, donc ils vont m'appeler. Si je mets ma photo, c'est mort, on va pas m'appeler. Mm. Non, quand même pas, parce que tu sais, t'as les compétences, t'as les diplômes, je vois pas pourquoi on t'appellerait pas. Mais ça suffit. Là, tu dis, Il y ah a ouais, bon, plus derrière. Ouais. ouais, tu dis, mais en fait, oui, il y a du racisme en France, madame. On est en Mais France, là. en fait, c'est ça, et le problème, c'est pas un problème, mais c'est juste que, bah, du coup, mon père et moi, on n'est pas de la même génération, et que lui, il a plutôt le discours de dire, si tu t'en sors assez bien, les gens vont oublier que t'es noir. Ah ouais. Et c'est pas du tout un truc que je partage. Mais du coup, c'est le truc que ma mère a entendu. Ah. Donc c'est des trucs qu'elle répète en mode bah ton père il s'en sort bien parce qu'il fait bien son travail, parce que non non non. Je dis Il ouais, y a eu des souffrances peut-être derrière. voilà, mais oui, non mais c'est sûr parce que mon père il a des réflexes et des réflexions. Je me doute bien que c'est pas facile d'être le premier de sa famille à avoir été à l'école en France, à Mm. avoir dû émigrer. Je me doute que c'est pas facile et je comprends du coup pourquoi lui réagit comme ça. Ma mère comprend pas que ma soeur et moi on réagisse pas comme mon père. Mm. Et que bah nous en fait on ne demande pas aux gens de nous accepter ou de nous apprécier, etc. Parce qu'en fait on est né là, tout simplement. Donc en fait il n'y a pas à nous accepter, Il n'y a c'est pas de accepter. débat. Ouais, genre. Voilà, en fait on n'a pas à se faire apprécier, on n'a pas à mériter quelque chose. En fait on est né là, il y a Mm. zéro histoire de mérite. On est française, point. Mm. Il n'y a pas à faire de distinction de genre il faut faire de l'assimilation, je sais pas quoi, je m'assimile à rien du tout, je suis née là en fait. M'assimiler à quoi? Ouais, c'est un débat. Tu penses que ce genre de biais, il est aussi, enfin, il est présent, de plus en plus présent dans la communauté littéraire ou parce que j'ai un peu l'impression, des fois sur les comptes les plus plébiscités, t'entends, enfin moi j'entends de plus en plus de termes qui reviennent comme diversité, représentation, racisme, des gens qui avant disaient black, maintenant qui se mettent à dire noir, parce qu'ils se sont rendus compte que bah, c'était un terme qu'il fallait employer. Est-ce que tu vois il y a un shift, mais est-ce que c'est quelque chose pour se faire bien voir ou t'as pas envie d'être call-out et du coup tu fais ce que les gens veulent? Ou c'est vraiment un truc que les gens font par bienveillance envers les personnes concernées? Alors je pense qu'il y a les deux. Mais pour commencer par la fin, déjà, les personnes bienveillantes, tu les remarques très vite parce que il y a les personnes où quand tu les reprends sur quelque chose qui vont dire ah ok je savais pas, je suis désolée, je retiens. Et t'as les gens qui vont se braquer en disant mais j'avais de bonnes intentions. Mm. Clairement, moi j'ai un problème avec les gens qui ont de bonnes intentions, mais quand tu essaies de leur expliquer quelque chose, ils se braquent. Mm. C'est que tes intentions n'étaient pas si bonnes que ça ou que t'étais pas prêt pour le débat que t'as essayé de lancer. Ouais, ça m'est arrivé. Bon, je veux pas citer quoi que ce soit, mais ça m'est arrivé avec la plus grosse influenceuse de la littérature en France. Elle aime pas trop être contredite, je crois. Mais du coup, oui, alors déjà, moi j'ai un problème avec diversité et représentation, dans le sens où. Après, c'est peut-être condescendant un peu, mais c'est parce qu'en sociologie, on est très carré sur les définitions. Mm. Mais déjà, j'ai un problème avec les pages de diversité, entre guillemets, enfin qui promeuvent de la diversité, alors que c'est tenu par des filles qui sont cisgenres, qui sont blanches, Mm. et qui, a priori, sont bah, plutôt favorisées dans la vie, tu vois, et qui se retrouvent dans un peu n'importe quel livre. Et qui derrière vont tenir des pages de diversité. Je comprends l'intention, je comprends que c'est une bonne intention, mais si vous voulez mettre en avant des gens, en fait, bah, favorisez les bookstagrammeuses qui sont autour de vous, qui sont bah, racisées, qui sont pas cisgenres. Mm.
Enfin, faut commencer par là, en fait, plutôt que de prendre de la place soi-même en disant: «Attendez, moi, je vais vous montrer il existe d'autres choses». Justement, en fait, il existe d'autres choses et d'autres personnes. Est-ce qu'on a besoin que ce soit toi qui nous les raconte? Mm. Je suis pas sûre. Surtout qu'il y a un truc un peu insidieux où on s'est rendu compte Mm. plusieurs fois qu'en fait, les gens repostent pas mal, suivent pas mal en pensant que des fois, c'est des filles noires qui sont derrière les comptes ou que c'est des filles T'as dit on, tu parles de qui? avec mes copines. Ah, d'accord. On va parler de littérature, je vais pas les vendre. Ouais, mais je vois à peu près, enfin je vois à peu près. De toute façon, tu les as cités tout à l'heure. Je m'en suis rendu compte là. Mais ouais, ça arrive que des fois on se dise, mais en fait, il y a telle personne, Enfin, ça arrive des fois que tu parles à quelqu'un et que tu parles des bookstagrammeuses racisées Mm. et qu'ils te disent, ah oui, c'est comme, il y a telle page, si ça t'intéresse, tu te dis, mais telle page, c'est une meuf qui est blanche. Mm. Ah, je savais pas. Bah, Je savais pas parce qu'elle s'est jamais présentée et qu'il n'y a aucun moyen en fait de savoir sur sa page, donc je comprends. mm. Moi, ça m'arrive, hein. Je vais pas mentir, ça m'arrive des fois d'aller sur des pages Bookstagram, je zoome sur les doigts et je dis, Ouais, pas. je suis pas sûre, dans le doute, je vais aller voir quelqu'un d'autre. Mais alors franchement, c'est pour ça, entre autres, que je laisse ma photo et que je veux pas juste avoir un logo, un truc comme ça, parce que je me dis, je veux que les gens puissent voir directement que je ne suis Ouais. pas blanche Mm. et que bah c'est pas juste une page en mode vas-y, c'est mon hobby, je vais vous parler des noirs. Et Mm. comment? Parce que c'est un truc qui personnellement me dérange pas mal et surtout que bah encore une fois, elles sont énormément suivies. C'est pas de la jalousie, hein, mais c'est qu'elles sont énormément suivies et qu'on les prend comme référence. Mm. Si, par exemple, il y a une page diversité qui est énormément suivie, moi je sais que la fille est blanche, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, Ah ouais? et que quand tu parles de page diversité, elle est à chaque fois dans toutes les sélections. C'est-à-dire si vous cherchez des livres avec des personnages racisés, tel compte. Je me dis, je pense qu'ils ont... Je pense que de un, ils n'ont pas compris, je pense que de deux, elles-mêmes ne voient pas l'intérêt de s'afficher à un moment. Sur tous les posts, quand tu précises, dans ce livre-là, il y a des personnages asiatiques, dans ce livre-là, il y a des personnages africains, dans ce livre-là, il y a Ouais. des... En fait, ils doivent faire le lien en se disant, bah, en fait, si à chaque fois, sur chaque slide, tu précises en gros la race sociale des gens, c'est que tu dois avoir un rapport avec ça. Mm. Et que bah, ce qui me paraît logique, entre guillemets. Mais du coup, ouais, je pense que c'est un peu chiant, dans le sens où tu te dis, même sur un sujet qui nous concerne nous directement, en fait, t'as un peu l'impression de, bah, encore une fois, d'être pris en otage où on va te dire ah, regardez, la référence, c'est telle personne. La référence, Ouais, c'est telle personne. t'as l'impression d'être effacé alors que t'as Ah, aussi fait ouais. le boulot. Ouais, en fait, c'est ça. Et le truc, c'est que dès que t'as un truc qui commence à te diluer, où les gens se rendent compte que ça fait un peu de chiffres, ça fait un peu de buzz. De base, c'était une niche Mm. intracommunautaire et ensuite, ça commence à se diluer. T'as tout de suite le truc de ah, c'est vrai que c'est pas mal comme idée, je vais m'en emparer. Mais que bah, du coup, les gens ont encore dans l'idée que bah, ouais, l'idée première, c'était que c'était un truc intracommunautaire fait par nous, pour nous. Mm. Et que bah, maintenant, en fait, c'est en train de se diffuser et que c'est repris par des gens qui sont plus du tout dans la communauté dans laquelle ils parlent. Mm. Et que bah, du coup, déjà, il y a le risque qu'ils en parlent mal. Il y a le risque aussi, quand c'est des collectifs, que ça se passe mal à l'intérieur même du collectif. On va pas parler de. On va pas en parler en détail. Mais Je vois de qui tu parles. moi, tout le monde dit que c'était une mauvaise idée, je fais pas de collectif avec n'importe qui. Ouais, moi aussi, à un moment, je crois que je voulais y participer. Mais je crois que j'ai envoyé ma candidature pour la voix des machins mais j'avais pas été prise. Je Ouais, crois que c'est. j'avais regardé les. Il y avait pendant un moment dans les stories à la une, il y avait l'équipe. Ouais, c'est vrai que Moi, c'était. j'avais Et puis c'est pas celle que tu voyais le plus mise en avant non plus. Non, 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 mais du coup, je m'étais dit, ouais, il y a quand même très peu de diversité pour une page diversité. Moi, je reste. Bah, Tu fuis. c'est ça, je m'étais dit, ouais, c'est pas le genre de diversité que j'ai envie de voir. Genre, en fait, les deux meufs token noires. C'est Ça, ça. je m'étais. Ouais, c'est ma hantise. Qu'un jour, on me dise, non, non, mais en fait, je suis pas raciste parce que Ah ouais, qu'on te serve il y a d'exemple. Marine dans le C'est projet. Donc, ça. Oubliez-moi. oubliez-moi, je sors du projet, c'est bon. Non, mais du coup, ouais, c'est un peu hijacké par des gens qui, au final, on voit déjà de base. Mm. C'est ça qui m'embête. Et que quand tu leur dis,
ce truc-là me concerne personnellement, la façon dont t'en as parlé, c'est pas correct. Oui, mais et des fois, j'avais l'impression qu'ils ont un peu tu sais, le syndrome de Christophe Colomb de dire mais moi, je fais ce que les autres ne font pas. Euh, Calme-toi. C'est ça, et en fait, le truc, c'est que j'ai l'impression qu'elles suivent. En plus, elles suivent des gens qui leur ressemblent, ce qui est logique. Mais du coup, c'est ce que je répète souvent, c'est que j'ai l'impression que c'est des gens qui vont parler à leur communauté, d'autres communautés. Mm, C'est pas fait pour nous, de base. C'est fait pour ah, si vous voulez dire autre chose, il y a ça, ça. ça, ça, ça. Un Et quand truc qui sort de l'ordinaire. voilà, et des fois, tu te retrouves avec des dingueries, genre ça va promouvoir Alma de Timothée de Fombelle, là. Ouais. Et tu dis, Mais moi maintenant, je suis beaucoup plus, comment dire, exigeante. Quand je veux m'abonner à quelqu'un, je regarde d'abord les abonnements de la personne. moi, j'ai deux, trois personnes références, si je vois qu'elles la suivent, Ah oui, oui, c'est ça. ça va à peu près. Si je vois que c'est 2 sur 3, j'envoie un petit message, je dis, c'est qui telle personne? Juste pour voir, juste pour être sûre. C'est ça. Et ouais, c'est pas que je trouve ça pas correct, hein, après elle fait ce qu'elle veut, mais c'est juste que déjà souvent j'utilise le vocabulaire sans me comprendre. Parce que quand tu parles d'un livre en disant il y a de la représentation, Ouais, mais laquelle? il y a voilà, il y a Moi, tout. je me fais chier à faire dans mes veilles littéraires à préciser spécifiquement, du C'est ça, coup. parce qu'en fait il y a pas mal de reviews que je vois de meufs qui sont blanches et qui vont faire des reviews de bouquins, je sais pas, par des touristes qui vont être noirs ou Et elles le disent pas. Soit ouais, ou par exemple, attends, j'essaie d'en repérer un. Genre Slay, par exemple, hmm. où elles vont dire, ah, il y a de la représentation. Ah, mais là, Et tu te dis, ok, mais en fait, dans tous les bouquins, il y a de la représentation, c'est mais même ça, dans oui. les BD, ces bouquins, c'est de la représentation du connard de base, si tu veux. Mais, enfin, je sais pas, Molière, c'est la représentation du bourgeois. Mais ça me veut rien dire en soi, et en plus, ça m'aide pas. Et en plus, parfois, c'est de la représentation qui est caricaturale, donc est-ce que j'ai envie de la lire? Pas Non. forcément. Oui, oui. Et voilà, ou alors ça va être un truc il y a des choses qu'on peut se dire entre nous qui sont déplacées quand ça vient de quelqu'un d'autre. C'est ça, ouais. Genre, quelqu'un qui va dire ah oui, c'est de la représentation qui change parce que c'est pas des noirs de quartier, c'est pas des noirs de banlieue et tout. Tu vas dire oh, reste tranquille. Reste tranquille parce que c'est pas parce que nous on dit on n'est pas que ça n'existe pas. Oui. C'est pas pour autant que les livres qui se passent en banlieue, qui se passent sur des quartiers, etc., que ça ne doit pas Ça doit exister. C'est pas. pas ce qu'on dit. Oui, oui. Et en fait, bah, du coup, c'est logique, hein. Elles ont du mal, je dis elles parce qu'en général, je vois des filles. Mais ouais, elles ont du mal à voir la nuance, ce qui est logique parce qu'elles font pas partie des gens dont elles parlent. Mm. Et quand tu leur dis non, en fait, c'est plus profond que ça, mais Ouais, c'est tout de suite, pas, The mais tu Braque. te rends pas compte, j'essaye de faire ça pour vous. Il y a des gens qui font pire que ça, pourquoi vous venez m'attaquer moi? Tu vois, déjà, c'est une attaque. C'est J'ai ça, pas ouais. On n'est pas dans un combat. En fait, c'est ça, et tout de suite, en fait, t'as le shift, tu retombes dans un travers de vous m'attaquez, vous Ouais, t'es m'harcelez. diabolisé tout de suite, alors que. Voilà, et je pense que, à mon avis, je me fais aussi moins emmerder que les autres filles, déjà parce que je suis pas musulmane, parce qu'on va pas se mentir. Je pense que les gens se permettent beaucoup de choses Mm. avec certaines de mes copines, parce qu'elles sont musulmanes, et qu'elles en parlent et qu'elles l'affichent. Et aussi, déjà, moi, la moitié des trucs, j'y réponds pas. Enfin, déjà, tu commences par mal me parler, je vais même pas répondre, je vais supprimer. Et je vais Ouais, pas moi, je supprime direct. Et en plus, des gens qui sont de mauvaise foi, je vais même pas leur répondre sérieusement, en fait, je vais me moquer d'eux. Donc très vite, ça va s'arrêter parce que je refuse de donner de mon temps à des débats stériles ou des gens qui vont être de mauvaise foi ou qui commencent par dire mais je suis de bonnes intentions, etc. Non, mais en fait, je me fiche de tes bonnes intentions si c'est mal fait. Mm. Le résultat est le même, en fait. T'aurais pu être la pire des racistes, comme la meilleure des alliés avec les bonnes intentions. Si tu viens me recommander Timothée de Fombelle, j'en ai rien à foutre, en fait. Mm. Si tu m'aides pas, dans tous les cas, tu m'aides pas. Et le pire, c'est que tu m'aides pas et que quand je te le dis, tu le prennes mal en me disant non mais en fait moi je sais ce qu'il te faut. Moi je comprends mieux que toi. Toi t'es énervé parce que parce que c'est ton combat, parce que c'est ta vie, parce que c'est ton expérience, mais moi je sais en fait. Je vais t'expliquer en quoi Timothée de Fombelle il est indispensable dans ta vie. Tu dis non c'est bon quand même. Je- Après c'est pas que chacun reste à sa place, chacun parle de sa petite communauté et puis on se croise jamais etc. Mais c'est que
à un moment, si vous voulez parler de quelque chose, Faut avoir les bonnes sources, aller voir les bonnes ouais, personnes. c'est ça. Si tu n'as pas l'expérience et au moins la connaissance, de dire je vais me renseigner, je vais parler à d'autres gens, et rien que de voir en fait, de suivre des bookstagrammeuses qui te ressemblent pas, en fait, tu vois des trucs de ouf. Enfin, moi, je sais qu'en majorité, je suis des bookstagrammeuses qui sont noires, Mmh. mais pas que. Et du coup, je sais que bah, donc la majorité de ce que je vois passer dans mon feed, ça va être bah, des trucs qui m'intéressent, des trucs qui me concernent, etc. Mais du coup, il va y avoir peut-être un quart des publications qui ne me concernent pas directement, mais je vais me dire, ah, c'est cool ça, j'ai jamais vu. Mmh. Ah, mais ça m'intéresse de ouf, je vais aller voir, je vais aller lire, etc. Et c'est comme ça, en fait, qu'on élargit nos horizons et qu'on devient moins bête, et moins fermé, et moins auto-centré. Parce que du coup, tu as quand même une référence de dire, ok, bah du coup, si je veux parler de l'amour du faux, Mmh. je dis, ah, mais du coup, je sais qui en a déjà parlé. Bah, je vais aller voir ce qu'elles ont dit dessus. Une fois que je l'ai lu, je me dis, ah, mais je vais aller voir ce qu'elles ont dit dessus parce que des fois, tu as des représentations qui te paraissent correctes. Et bah, tu te dis, ouais, en même temps, ça me paraît correct, mais est-ce que j'ai déjà vu un livre où, je sais pas, les deux personnages étaient, je sais pas, je dis n'importe quoi, Dubaïot. Non. Mmh. Tiens. Donc, si je vais lire une meuf Dubaïot qui a parlé du bouquin, peut-être qu'elle elle va te dire, non, c'est hyper caricatural. Je dis, ah, ok. Bah, du coup, ouais, ça veut dire que la représentation que moi j'en avais, Elle est pas c'est un truc hyper caricatural et que du coup, c'est pas que tu fais attention et que tu prends tous tes livres avec des pincettes, mais c'est que du coup, tu sais que le livre, tu peux l'avoir apprécié, hein, mais tu te dis, ok, ça veut dire que les gens qui sont censés être dans le bouquin, ils sont pas écrits pour les gens qui. Enfin, pour cette communauté-là, ils sont écrits pour d'autres gens qui n'y connaissent rien. mmh. Et c'est ok, il y a des bouquins comme ça, mais après, enfin voilà, si tu le sais et qu'on te le répète plusieurs fois, à un moment, quand tu refuses de te remettre en question, moi je pars du principe que c'est juste de la mauvaise foi et que tu veux te complaire dans ton ignorance. C'est ça, ouais, l'ignorance blanche, ouais, elle est clairement Voilà, clairement c'est là. ça. Et je pense qu'il y a un réel problème dans le sens où il y a pas mal du coup de comptes diversité, bah, normalement, enfin notamment la voix d'électrice, on disait tout à l'heure, je sais même plus si c'est la voix d'électrice ou l'œil d'électrice. Non, la voix d'électrice. Ouais, ils ont changé, enfin, je sais pas, mais c'est la voix des ouais, la voix d'électrice, je crois. Et bah notamment dans ce groupe-là, tu vois que parfois il y a des termes qui sortent. Mmh. Tu sais que c'est des termes militants et qui ont eu un écho genre pas longtemps avant les publications. Mais enfin, je voyais que c'était pas du tout accordé au sujet. Donc tu te dis, bah, c'est bien dans le sens où tu as vu passer un truc, tu t'es dit, il y a un sujet, il y a quelque chose, mais t'as pas fait la recherche derrière. Mmh. Ouais, quand tu vas commencer à traiter après, Voilà, c'est ça. Et quand tu leur dis, mais en fait, ce que vous mettez en avant là, c'est pas correct ou c'est pas la bonne façon d'en parler, etc. En fait, tu vois que là, elles sont pas prêtes à faire le taf, de faire leur recherche, de se remettre en question, et que bah, c'est juste pour avoir une jolie vitrine, c'est juste pour le fun de poster, c'est juste pour montrer que t'es une super alliée et tout, ouais, c'est super, mais mmh, si t'es une alliée et que derrière t'es pas backup par les gens que t'es censé soutenir, soutenir, ouais. c'est bizarre quoi. Mmh. Ouais, bah, du coup, j'ai un peu de mal avec ça, j'avoue. Ouais, c'est compliqué. J'espère que ça va changer. Les mentalités vont changer, mais bon, ça fait plusieurs années qu'on dit ça et Après, je pense qu'il y a aussi le truc que Instagram c'est hyper chronophage mmh. et que tout de suite, en fait, quand tu penses à un sujet, tu te dis il faut qu'aujourd'hui j'en parle. Il faut Alors que. que Enfin, non, faut prendre le temps de moi, faire les recherches et ouais, c'est ça, moi non, parce que je suis une feignasse de base. Donc, il n'y a pas de délai de 24 heures. Mais tu dis, ouais, vas-y, j'ai vu que tout le monde parlait de ça, il faut que j'en parle aussi. Du coup, évidemment que t'as pas le temps de faire les recherches. bah oui, il y a Tu dis, ah, tous les comptes que je suis qui ont plus ou moins la ligne éditoriale que moi, ils en parlent aujourd'hui. Si moi j'en parle dans 3 semaines, on va me dire, ouais, le train est passé, on a déjà lu les autres, on s'en fout en fait. mmh. Mais après, c'est pas une excuse pour ne pas faire de recherche. Mais après, le problème, c'est que c'est assez. Voilà, c'est les réseaux, c'est assez égoïste. Tu pourrais repartager d'autres gens qui en parlent. Donc c'est leur sujet, c'est leur expertise, c'est leur expérience, etc. Mais tu te dis non, il faut que moi aussi j'écrive quelque chose. Ouais, mais c'est ce que j'en parlais aussi avec Amandine, c'est que au sein de la communauté, on va dire militante engagée, on repartage vachement nos posts et le travail effectué par les personnes concernées.
Mais quand tu regardes sous le prisme, on va dire, des personnes blanches, cisgenres, hétéronormées, bah, elles se partagent pas le contenu entre elles. Doublons en fait. Ouais. Enfin, Et très honnêtement, il y a deux, trois comptes. Je sais que quand elles font des sélections de livres, c'est souvent des sélections de sortie, mais en fait, tu retrouves les mêmes bouquins au même moment. mm, Et du coup, tu te dis, bah, enfin, quel est l'intérêt de suivre les trois? En fait, tu en suis un. C'est la même chose. Bah, en fait, ça revient au même que les grosses bookstagrammeuses qui suivent les sorties ou qui reçoivent des bouquins tout en même temps. bah oui, comme elles les reçoivent en même temps, bah Ouais, c'est forcément. ça, t'en suis 5 dans la même semaine, tu vas voir 5 fois le même. C'est Et ça. bah, les trucs diversité, j'ai l'impression que t'as des trucs qui suivent un peu les actualités Mm. et qu'en même temps, t'as des bouquins qui ressortent comme ça. Et enfin, c'est assez étonnant ou marrant, je sais pas trop comment le dire, mais quand tu suis des pages diversité et quand tu suis des bookstagrammeuses noires, par exemple, c'est pas du tout les mêmes bouquins que tu vois. Ouais, ça c'est clair. Ouais. Ou alors, c'est pas du tout la même chronologie. Genre, je sais que j'ai pas mal vu Cemetery Boys il y a un Ah mois. ouais, c'est vrai. C'était au printemps, quoi. En printemps, non? Il y en a Toi, eu. c'est plus tard. Ouais, j'en ai vu pas mal au printemps et en fait, le bouquin est sorti il y a pas longtemps en français. Il y a un mois, je crois. Ouais, ouais. Non, il est sorti en avril. Ouais. En français? Ouais. Ah, c'est parce qu'ils ont refait des coffrets dans ma librairie alors. Mais du coup, ouais, j'en ai vu pas mal parler, alors que sur les autres comptes diversité, j'en ai vu pas mal parler il y a plus longtemps que ça. Et en Ouais. fait, quand il est ressorti en français, zéro. Mm. Alors que. Enfin, après, moi, l'accessibilité, c'est pas que ça me tient à cœur, mais dans le sens où de base, j'aime bien la vulgarisation, je pense toujours à l'accessibilité des gens. Mm. Et que partager seulement de l'anglais, partager seulement des trucs hyper pointus, etc., ça me paraît pas judicieux. Dans le sens où, ouais, c'est bien, il y a de la diversité, mais si tu sais pas parler anglais, bah, tu vas te faire voir, quoi. Les livres sont pas pour toi. C'est Fallait ça. parler anglais. Mm. Donc c'est pour ça que je trouve ça cool, au moins quand les livres ressortent en français ou quand ils sont traduits, de dire, il y avait tel livre qui était pas mal en anglais, et ben Bah, maintenant il est voilà, il est disponible. Ouais. ben, voilà, maintenant vous le savez. Et du coup, j'ai pas l'impression que ce soit des. Je sais pas comment dire, en fait, j'ai pas l'impression que le contenu soit très axé dans le sens. Voilà les livres que vous pourriez acheter, des livres qui sont accessibles là maintenant. En fait, j'ai l'impression que c'est plutôt du contenu genre catalogue. En fait, il y a Mm. tout ça. On s'attend pas à ce que ça vous intéresse, on s'attend pas à ce que vous achetiez rien, mais juste, hop, on met ça dans l'univers, ça existe. C'est cool, mais il faut comprendre qu'on est en France, que les gens, le niveau d'anglais n'est pas non plus incroyable, quoi. Ouais, c'est ça. Et que faut pas se laisser berner par Bookstagram où les gens parlent à moitié anglais. Enfin, Ouais, c'est pas le même, comment dire, niveau social. Enfin, bah, force. c'est ça. Et puis le truc, c'est que tu exclus en fait une partie des gens parce que si toi tu commences à parler anglais, forcément que tu vas attirer d'autres gens qui parlent anglais. Mm. Et que du coup, tu vas dire, mais si, tout le monde parle anglais parce que tous les gens, quand j'écris, ils me comprennent et tout. Ouais, mais c'est parce qu'il y a que les gens qui te comprennent qui te suivent en fait. Oui, c'est ça. Donc c'est un peu un biais de tu attires quel genre de personnes en sachant qu'il y en a d'autres en fait. Et que tu peux pas juste dire, Mm. ah voilà, il y a tel bouquin, bon courage. Bon courage pour le trouver, il faut le commander aux États-Unis, il y a les frais de douane. Et je vais pas vous dire, je vais juste vous dire, le bouquin est super bien. Mm. Après, c'est cool, hein, ça fait des jolies bibliothèques, mais Ouais, faut aller plus loin que ça, quoi. bah, c'est ça, en fait, c'est pas vraiment des recommandations de lecture pour moi, c'est des recommandations d'objets, au final. C'est vraiment genre, il y a tel livre qui est disponible, il est sorti, il y a de la représentation, bon courage pour savoir laquelle. Moi, je le mets en général. Enfin, je fais des articles sur les sorties françaises et anglaises, mais j'essaye de spécifier de toute façon tous les avertissements de contenu, la représentation pour tous les livres. Bon, c'est 20 heures à 30 heures de travail, mais Ouais, c'est pas grave. j'essaie de faire un effort en me disant, si je fais des sélections, il faut que j'ai une majorité de livres en français, parce que sinon, je vois pas l'intérêt, en fait. Ouais, ouais. Des fois, je vois des sélections où tous les livres sont en anglais, je me dis, oh, même si je peux les trouver sur internet, même s'ils sont peut-être sur Scribd et tout, je me dis, ouais, ça veut dire que là, je peux pas sortir, aller à Cultura trouver le bouquin, quoi. Mm. Chiant. Ouais. Mais après, il y a de plus en plus de traductions là. Ouais, c'est souvent perçu aussi comme négatif parce que tu te dis, bah, où sont les auteuristes francophones qui écrivent avec de la
représentation, bon, quelle qu'elle soit, mais... Ça, c'est difficile aussi. Parce qu'en soi, moi, je me fie beaucoup aux couvertures dans les librairies. Alors, j'ai une librairie indépendante dans la ville où je suis, là, où clairement, t'as la Pléiade, t'as du Bernard-Henri Lévy toute l'année, mais Ah oui, pas des trucs qui m'intéressent ok. énormément. Quoi? Genre, j'ai cherché Aya Sissoko, il n'y avait pas, alors qu'elle a quand même sorti 3 bouquins, quoi. Mm. Du coup, bah, Cultura, hein. Je donne mon argent aux géants du livre, tant pis. Mais du coup, ouais, je me fie pas mal aux couvertures. Et c'est pas facile de trouver des versions, bah ouais, comme tu dis, d'auteurs francophones. Ouais, parce que ça, c'est pas mis explicitement sur la couverture. Dans le résumé, il n'y a aucun indice qui te laisse penser à ce Bah, qu'il y a un personnage racisé. t'as ça, Enfin, et c'est pour ça que, franchement, moi je milite. Quand il y a des personnages racisés dans les livres, faut mettez-le sur la couverture en fait. bah oui, ouais. C'est super important. Et je sais pas si on se rend compte, mais je suis allée dans une librairie avec mes cousins fin juin là. À chaque fois qu'ils voyaient un bouquin avec un gamin ou une gamine noire, systématiquement ils allaient vers le livre. Mm. Où ils le prenaient, où il n'y avait pas forcément de verbalisation en disant ah, regarde, regarde, il est noir. Mais c'était les livres qu'ils attrapaient en premier de ah, mais ça, je vais le retourner, je vais regarder, ah, ça parle de basket, c'est cool. Mm. Et tu dis, ouais, c'est hyper important. Et après, oui, peut-être que ça va rebuter des parents blancs racistes, mais est-ce qu'on a envie que les parents blancs racistes achètent à leurs enfants des livres à pouvoir pour leur dire ah, t'as vu, c'est C'est ça, bizarre. si c'est pour se moquer, après, c'est pas la peine, ouais. Non, mais voilà, et puis en fait, je sais pas. Parce qu'en soi, Bookstagram, c'est assez politique, donc c'est ce que je disais tout à l'heure. T'as un peu le biais de dire, parce que moi je vois que du politique, c'est que tous les gens qui consomment des livres, ils consomment des livres d'une façon politique et conscientisée. Je suis pas sûre que tous les parents s'arrêtent à un bouquin, voient la couverture et disent des personnages noirs. Mm. Mon gamin va pas, mon gamin va pas adhérer, parce que mon gamin n'est pas noir. Mm. Je suis pas sûre honnêtement que tous les parents aient cette réflexion-là. Donc l'argument de dire oui, mais du coup, si on met trop en avant que ça vient d'auteuristes noirs, que c'est avec des personnages noirs, etc., ça va en gros détourner toute une partie de la cible. Je suis pas sûre que ce soit un très bon argument. Ouais, c'est vrai que c'est ce qu'ils utilisent le plus, ça va pas vendre, les gens vont pas acheter. Au final, nos jours brûlés, j'ai pas l'impression qu'ils se vendent mal, hein. Bah, c'est ça. Angela Davis, j'ai pas l'impression qu'elle soit pauvre. Mm. Enfin, en fait, c'est bête. Bah, celui qui a gagné le Goncourt l'année dernière, Ah oui, j'ai lui, pas son c'est des nom en photos tête, mais... qu'il est en tête de gondole en fait. Mm. Et sur la couverture, c'est qui? C'est un homme noir. Patudium, je vois ses bouquins tous les 2 ans, elle sort un nouveau bouquin. Tous les 2 ans, je le vois sur l'étape de sortie. Patundia, c'est pareil. Enfin, il y a des autoristes noirs qui se vendent très bien, et je comprends pas qu'on ait encore que la rhétorique de dire ouais, mais si on met trop en avant qu'ils sont noirs, ça va se casser la gueule, que ce soit encore accepté, alors que le problème, il n'est pas au niveau des étalages, il n'est pas au niveau de la couverture, il est au niveau de la publication dans les ME. Mm. Non, mais vous choisissez de publier qui en fait? Parce que certes, il peut y avoir le choix du consommateur, mais encore une fois, C'est pas lui qui intervient dans la chaîne. voilà, et le consommateur, pour qu'il fasse le choix, il faut au moins que ce soit sur les étagères en fait. Mm. Et vous, en fait, vous décidez de publier qui, et une fois que vous acceptez de les publier, que vous avez le contrat, vous les mettez en avant comment? Parce que si, quand c'est, je sais pas, Maxime Chatham, je sais même pas ce qu'il fait. Moi non plus, j'ai jamais lu de livre. Je sais pas. Maxime Chatham, peu importe ce qu'il fait, si on dit, je sais pas, ah, un roman d'horreur incroyable, je dis ok, c'est un roman d'horreur. Si un jour, Laurent Safou décide d'écrire un roman d'horreur, si on dit un roman d'horreur avec exotique, africain, etc., je dis bah oui, mais c'est normal aussi que vous Mm. détournez la cible. Moi, j'ai envie de lire un roman d'horreur, je vais acheter un roman d'horreur. Si vous me Ouais, le... ils objectifient un peu le truc. Voilà, si vous me le présentez comme un truc hyper exotique, genre ah, un roman d'horreur, mais attention, virage, un roman d'horreur. C'est Putain, ça. je dis attends.
Est-ce que roman d'horreur africain, est-ce qu'on se dit ça se passe en Afrique? Est-ce que c'est parce qu'il y a des Ouais, Africains forcément, ça va dedans? Est-ce que susciter c'est parce qu'il y a... des interrogations, c'est pas clair, quoi. Oui. Voilà, et t'as l'impression que la seule façon dont ils savent marketer, c'est regardez les morts, rien que pour vous. Ouais, mais si tu nous parles qu'à nous, c'est normal que les autres achètent pas. C'est ça. À un moment, vous comprenez le problème. Ouais, c'est compliqué. Bah, c'est ça, et le truc de faire du marketing très ciblé, en soi, c'est bien, hein, parce que moi, je trouve des livres comme ça parfois. Mais quand tu veux... Enfin, le problème, en fait, c'est la dichotomie entre les ME qui se disent universalistes, on voit pas les couleurs, on traite tous les bouquins de la même façon, et que derrière, le marketing de ces livres-là, il va être hyper essentialiste, ça va être un magnifique roman sur l'intégration, et tu vas chercher l'auteur, tu te dis, mais en fait, il est né en France. Il s'intègre d'où? Enfin, ou alors ça va être des réflexions sur son usage d'un français très fleuri. Tu dis, mais oui, bah, d'un français, quoi. Ouais, bah. C'est pas une force. Oui. Voilà, c'est ça. Et en fait, tu te rends compte que la façon dont le livre est vendu, bah, ouais, c'est très objectifié, quoi. C'est vraiment. Regardez, on publie des noirs. Mm. Ça va pas fonctionner, mais vous avez vu, on l'a fait. Vous l'avez pas acheté? Ah, c'est dommage. On va s'arrêter là. C'est ça. Ouais. On va arriver vers la fin de l'interview. Est-ce que tu as quelqu'un à me recommander en tant qu'invité pour le podcast? À te recommander, il faut que ce soit quelqu'un que j'ai pas vu dans tes invités. Quelqu'un à te recommander, ça serait Soumaya. Ouais, Soumaya, je crois que je l'ai pas vue. Non. Et c'est quoi son compte? C'est Bissoumi. Ah, ok, oui. Je la connais. Ok. Elle en avait un autre avant qu'elle a supprimé, mais je pense qu'elle a quand même des choses intéressantes à dire, même si elle fait plus de posts très publics. D'accord. Ah oui, oui, elle avait fait un dossier sur la traduction d'un roman dans la collection Young Novel avec Souleila, pardon. C'est ça, l'amour de A à Z. Ok, bah je vais la contacter alors. Parce que je crois que j'ai vu Imen dans tes invités, j'ai vu Souaïla, Oui, j'ai vu Elodie Aude. oui. Ah, et il y a... si, je sais. Alors attends. Il faut juste que je retrouve son nom. Je crois que c'est les lectures de Nounou. Ah oui, je vois qui c'est. Parce que... Oui, c'est ça. Les lectures de Nounou. Ok. Parce qu'on a parlé avec elle des choses qu'on n'aimait pas. Et c'est un peu ce qu'elle a fait il y a pas longtemps d'ailleurs. Qu'on s'autorisait pas souvent sur Bookstagram à dire bah, tel livre, je l'ai lu, Mm. impossible de finir. Et que du coup, en fait, on a toujours des pages très positives en disant bah, tel bouquin j'ai bien aimé, tel bouquin j'ai bien aimé, tel bouquin moyen, mais franchement pas mal. Et que bah, moi, il y a vraiment un livre et un bouquin que j'ai détesté, les deux de la même manière. Les deux j'ai détesté, j'ai dû m'arrêter. D'accord. Et on en avait parlé, et c'était assez drôle. Et je sais que elle m'avait déjà dit que elle avait de la difficulté à trouver du contenu sur le validisme qui n'était pas fait par des blancs. Mm. Alors que dans le validisme, tu as bah, aussi une dimension raciale et que bah, c'est assez difficile de trouver des gens qui en parlent. Et assez difficile aussi de se retrouver dans des débats où, bah, par défaut, les gens vont partir du principe que les gens qui parlent de handicap, etc., sont blancs. Mm. Donc je pense que ça peut être intéressant. Ok. Bah merci pour tes recommandations. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? On peut me retrouver sur Instagram, donc c'est Dark Side of the Moon. Pas comme l'album des Pink Floyd parce que c'est Moon, M-O-U-N-E. Sur Twitter, c'est pas forcément une bonne idée de me retrouver parce que je dis plus ou moins n'importe quoi. D'accord. Mais dans le doute, c'est Moon FCM. Et pour l'instant, c'est tout. Pour l'instant. Pour l'instant, c'est tout. Je me fais harceler par ma soeur pour ouvrir un TikTok, donc peut-être. Ah, ah oui, j'ai vu ta story. Alors peut-être 2023, on verra. Mais pour l'instant, ouais, c'est tout. Ok. Bah merci à toi d'avoir pris du temps pour parler. Ça fait presque 2 heures qu'on parle.
Et merci aux auditeurs d'avoir écouté cet épisode de Un lectorat minoré. Et je te souhaite un bon après-midi et merci. À bientôt. À bientôt.